Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédiat, espace thérapeute avec un invité aujourd'hui, bien évidemment. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bissement. Stéphane, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. D'autant plus Stéphane, et c'est l'occasion pour tous ceux et celles d'entre vous qui sont thérapeutes, que vous pouvez postuler, si je puis dire, pour venir vous faire interviewer par moi-même, en l'occurrence, et faire en sorte, on va voir si je réussis le pari, de faire sortir le meilleur de vous-même dans votre spécificité, ce que vous proposez à tous ceux et celles qui souhaitent avoir plus de connaissances d'eux-mêmes, ou d'aller mieux, puisqu'on parle du bien-être de manière générale. Stéphane, donc c'est comme ça que tu m'as contacté. On s'était rencontrés, mais j'avais pas eu souvenir de toi à la radio. Tu étais passé lors d'une séance dédicace. Et puis tu m'as recontacté. Tu es du côté de Lille, dans la région de Lille, 30 km de Lille exactement. Par contre, dire exactement quel est le qualificatif qui correspondrait le mieux, je préfère autant te laisser la parole pour dire comment toi-même tu te qualifies. Drôle de question. J'ai plutôt envie de parler un peu de mon parcours. Ce sera peut-être plus clair pour les auditeurs. Ça, on va le faire. J'espère bien. Alors, comment on te contacte tu pas sur ta carte de visite ou J'aime pas trop les étiquettes. Je suis ce que je suis. Et j'utilise mes perceptions pour aider les personnes à mieux se sentir, mieux se connaître et les aider à avancer. Donc certains diront énergéticien, d'autres diront médium, voilà, c'est clairvoyant, voilà, mais bon, ça c'est juste des caractéristiques, c'est pas ce que je suis. Et oui, c'est pas évident de mettre des étiquettes quand justement, finalement jusqu'à aujourd'hui, c'était une manière d'enfermer les choses alors que tu as une vision assez holistique de toi-même, on va le voir et à quel point, de même que celles qui viennent te voir, en tout cas une vision d'ensemble à plusieurs niveaux, de possibilités de nous entrevoir à travers des fenêtres, des lucarnes. Dans ce sens, Stéphane, j'avais eu l'occasion, puisque tu as une chaîne YouTube qui s'intitule Antalne Connaissance Initiatique, vous pouvez trouver cette chaîne YouTube. Et pour ce faire, vous allez sur la page d'Immédiat concernée à cette interview, donc celle de Stéphane, et vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour le contacter, notamment donc une page Facebook, la chaîne YouTube, et son mail, bien évidemment, son numéro de téléphone, etc. Donc, pour en revenir sur Antalne Connaissance Initiatique, ta chaîne YouTube, où tu avais eu l'occasion de faire quelques vidéos, et ce qui est intéressant pour dire aux internautes comment je t'ai rencontré, tu m'as fait part de ce que tu faisais, d'aller jeter un coup d'œil, et tu étais intéressé pour pouvoir faire une interview pour poser ou éclaircir un petit peu ce que tu faisais. Alors, je te l'ai dit hors antenne, mais j'aime bien donner cette image-là, à savoir que les apparences sont trompeuses. Parce que quand j'ai vu la tête de Stéphane, je me suis dit, mais il est jeune, le petit garçon, là, le jeune homme. Et pas forcément évident de pouvoir parler de certaines choses sur ce qui a trait à la connaissance de soi. Et comme vous le savez, sur Internet, aujourd'hui, il y a de tout. Donc, ce qui m'a d'autant plus étonné, c'est que Stéphane ne fait pas du tout son âge, puisque tu vas avoir bientôt 40 ans. C'est ça. Et non pas la vingtaine comme je le pensais. Et de surcroît, dans ton discours, sur tes vidéos, on voit au contraire que c'est du vécu, que c'est très construit. Donc, lorsque tu m'as fait la proposition de cette interview, j'ai dit oui, parce que tu m'as intrigué, et j'aime bien ce qui m'intrigue. Donc, très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Merci. Alors, puisque tu souhaitais, pour qu'on prenne mieux un petit peu ton travail et ce que tu proposes, parler de ton parcours, il est assez atypique là aussi, avec des événements qui ont marqué ta vie suffisamment pour expliquer que tu en sois là où tu en es aujourd'hui. Oui, alors il y a plusieurs phases. Il y a ce qui s'est passé avant mes 21 ans et ce qui s'est passé après mes 21 ans. Les 21 ans, c'était vraiment le moment où les choses elles se sont réouvertes. En quelques mots, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, on peut faire des sorties de corps. » J'ai dit « Ah bon, comment est-ce qu'il faut faire ?» La personne m'a dit « Tu demandes à ton soi supérieur et tu attends. » Je suis rentré chez moi, je me suis allongé, j'ai demandé au soi supérieur de faire une sortie de corps et j'ai attendu. Ça a fonctionné à la première tentative.
Donc là, le lendemain, je suis retourné voir la personne, j'ai dit c'est quoi cette histoire? C'est pas censé marcher, c'est pas censé fonctionner. Moi, j'ai une formation scientifique, et là, j'étais un peu pris au dépourvu. Elle m'a donné d'autres exercices à faire, les aurons ont commencé à apparaître, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est pas dire du jour au lendemain, mais j'ai vraiment été surpris. Et après, je me suis souvenu qu'enfant, j'avais déjà certaines dispositions que j'avais bloquées, mais je suis pas le seul. Et là, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Et après, surtout, pendant 2 ans, je suis resté tout seul, parce que je voulais pas me laisser influencer. Et en 2001, j'ai eu un accident de voiture voilà, la page là, elle s'est tournée en grand. Parce que pendant cet accident, je ne comprenais pas, après être sorti de la voiture. D'ailleurs, je croyais que c'était un rêve. J'avais vu mon corps marcher vers le camion de pompiers et j'ai réintégré le corps au moment où j'étais dans le camion de pompiers. Après, je restais connecté. Je ne comprenais pas comment je pouvais être mort et vivant en même temps. Et ça, il m'a fallu 10 ans pour comprendre que c'était une NDE, grâce à un ami qui lui, pour le coup, a eu les ouvertures de naissance. Il me disait, normalement, Stéphane, c'est pas normal que tu puisses avoir accès à ça, aux perceptions que tu as, c'est pas normal. Et a priori, l'expérience de mort imminente a aidé. Mais c'était juste un déclencheur pour reconnecter avec ce que je suis. Alors je me permets, Stéphane, pour te demander en tant qu'enfant, parce qu'on a parlé un petit peu pour faire connaissance, bien évidemment, avant cette interview, et j'ai cru sentir que ta mère avait eu quand même un rôle important, j'en sais rien, mais voilà, tout ça pour dire, j'aimerais que tu nous dises dans quelle atmosphère ton enfance tu as évolué, si tu avais des parents qui avaient certaines croyances en rapport avec la spiritualité, la religion. C'est une bonne question. J'ai eu une grande chance, c'est que dans ma famille, il n'y avait rien de tout ça. C'est-à-dire que je n'ai pas été influencé au niveau des conceptions religieuses, spirituelles, absolument rien de tout ça. Une famille qui était cartésienne, pour le coup, et ouverte. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'enfant, quand je m'endormais, je voyais des choses. Et à un moment, ma mère m'a expliqué comment finalement effacer ce que je voyais et le remplacer par autre chose, mettre une sorte de rideau. Et j'ai mis ce rideau. Et ce rideau, il s'est de nouveau enlevé peu après mes 21 ans. Mais c'est-à-dire que ta mère croyait dans ce que tu lui disais que tu voyais, et elle-même avait peut-être eu ses perceptions pour qu'elle te dise le motus operandi pour le faire? Je ne sais pas d'où ça lui venait. Elle savait qu'on pouvait, par notre conscience, modifier ce qu'on pouvait percevoir intérieurement. Elle me dit, si ce que tu vois ne te plaît pas, tu crées autre chose. Et donc je me suis créé, elle me dit, voilà, tu t'imagines une plage, alors je me suis recréé ça, et d'une certaine façon, j'ai mis un écran sur les autres choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé de percevoir ce que je percevais. Et après 21 ans, je me suis souvenu de ça, c'est-à-dire que je m'endormais le soir, et en fait, j'ouvrais les yeux dans le noir, et je voyais des choses apparaître, et j'avais conscience qu'il y avait des intelligences qui étaient là. J'ai vu des choses qui, pour un adulte, auraient été très effrayantes, mais à cette époque-là, je les regardais sans jugement, donc je me disais, ah, ça ressemble à ça, c'est vraiment une drôle d'apparence, ça. C'est un mélange d'animaux, qu'est-ce que ça peut être? J'étais innocent, j'étais enfant. Il y avait ces belles choses, et les choses moins belles qui sont venues après, et là, ça s'est refermé. D'accord. Vers quel âge ça s'est refermé? Suite à ce que t'a dit ta mère? Aucune idée. Aucune idée, je sais pas. Est-ce que c'est 6 ans, 10 ans, 15 ans? Enfin, je pense que c'est plus vers les 6-7 ans. Oui. D'accord. Ouais, l'âge de raison. Oui, je pense que c'est plus ou moins dans ce... Quand je réfléchis après 7 ans, je pense pas avoir eu ça. Si, j'ai eu des petits événements où il y avait de nouveau des choses qui apparaissaient, mais c'était très fugace et je le mettais de côté. Quand tu nous dis que donc une personne que tu as rencontrée qui t'a expliqué comment sortir de son corps et que ça marchait la première fois, lorsque tu as effectué cette première sortie alors que tu étais cartésien, c'est intéressant, c'est-à-dire que de prime abord, en étant cartésien, tu peux croire ou ne pas croire à tout ce qui a trait au phénomène psychique, sortie de corps, ou tout ce qu'on met dans la case parapsychologie. Mais tu vas voir cette personne ou elle vient à toi et tu lui poses la question concrètement. Donc pourquoi? C'était une personne avec qui je discutais et juste à un moment elle me dit, ah bah tiens, tu sais, dans ma famille, voilà, c'était anecdotique, on parlait de la pluie et du beau temps, elle me parle de ça. Et je connaissais, je faisais des jeux de rôle à l'époque, je connaissais, je dis oui, dans les jeux de rôle j'ai entendu parler, mais c'est du folklore, c'est pas censé exister. Donc j'étais à la fois sceptique, mais en même temps je me suis dit, tiens, au fond de moi ça disait, si ça peut fonctionner quand même ce serait fun. Et donc j'ai fait l'expérience sans m'attendre à ce que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça marchait la première fois, parce que je pensais pas que j'avais pas d'attente. Après, quand j'ai voulu le refaire, ça fonctionnait pas aussi. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette première sortie? Si tu t'en rappelles?
je m'en rappelle. J'étais allongé, les yeux fermés, et j'ai vu un point blanc apparaître au centre de ma tête. Le point blanc s'est déployé en spirale, et ça ressemblait un petit peu comme le passage en vitesse lumière dans Star Wars, c'est-à-dire que le point blanc s'est ouvert, et je me suis retrouvé aspiré à l'intérieur. Et je me suis retrouvé, j'avais la sensation d'être tout nu au milieu de rien. Ça m'a fait très peur, et là je me suis senti redescendre à toute vitesse, et avec un sursaut revenir dans le corps. D'accord. Ça, c'était la première expérience. Après, j'ai refait d'autres tests où je pensais que j'avais pas réussi à faire une sortie de corps. J'ai dit, ah, j'ai pas réussi, je vais me mettre sur le côté. Et là, j'ai mon bras qui traverse le matelas. Et au moment où je me dis, tiens, j'ai mon bras qui traverse le matelas, je retombe. Voilà, ça, au début, ça a commencé comme ça. Donc après, j'ai commencé à chercher. Et finalement, à un moment, j'ai rencontré une personne qui, elle, était compétente. Elle avait ça depuis tout petit. Et elle m'a expliqué des choses. D'accord. Est-ce que cette personne que tu as rencontrée, c'était après ou avant ton NDE? C'était après. Alors, en quoi l'NDE, pour toi, a été l'occasion d'ouvrir grand, alors, ce qu'on pourrait appeler les perceptions, même je suis pas sûr de tout à fait du terme. Alors, en fait, l'accident de voiture, il est survenu quelques mois après que j'ai commencé une formation de développement binomique. J'avais rencontré un médium, parce que en fait, quand je m'étais amusé à essayer de découvrir, d'expérimenter, parce que là, ce qu'on parle, c'est d'expérience, hein, c'est que les cartésiens, ils ont besoin de pouvoir éprouver, de pouvoir tester ce qui se passe. Et là, j'avais un protocole scientifique que j'avais appliqué, scientifique entre guillemets, c'est-à-dire utiliser la conscience comme si je disais, bon, on appuie sur ce bouton-là et décollage, et ça avait fonctionné, donc il y avait un protocole. Je ne sais plus ce que je voulais dire. En quoi tu pourrais expliquer que cette NDE t'a ouvert? Alors en fait, j'avais commencé à faire du développement du médiumnique les mois précédents, et là, l'accident de voiture, il m'a fait passer de l'autre côté d'un des voiles de la conscience. C'est-à-dire qu'ici, en tant qu'être humain, on n'a plus souvenir des mondes invisibles, on n'a plus souvenir du monde des morts, on n'a plus souvenir du monde de l'âme, et ici, l'accident, il m'a fait repasser de l'autre côté. J'en ai pas souvenir, donc souvent ceux qui font des NDE disent voilà, j'ai vu le tunnel, tout ça, moi j'avais pas vu le tunnel, donc pour moi il s'était rien de passé extraordinaire, quoi. Juste en sortant de l'accident de voiture, donc les tonneaux sur l'autoroute, déjà je me retrouve en dehors de la voiture, je me souviens pas être sorti de la voiture, je trouve ça bizarre, j'ai vraiment la sensation dans un rêve, exactement pareil que dans un rêve, donc je pensais que j'étais dans un rêve, c'est seulement quand ma conscience a réintégré mon corps dans le camion de pompier que j'ai su que c'était pas un rêve, et là c'était un petit peu étonnant, et dans le camion de pompier j'étais en connexion avec de l'autre côté. Ce qui fait que de l'autre côté, les anges me disaient de remercier les pompiers, parce que les pompiers ils font du bon travail tous les jours. Donc les anges, même l'émotion revient, parce que quand ils sont là, c'est particulier. Et pour moi, ça me semblait complètement normal. Et le lendemain, j'étais en train de prendre un bain, et ce que je suis, en tant qu'esprit, est venu me voir. Est venu me dire, je suis ce que tu es ce que je suis. Et ça a été vraiment c'était vraiment une révélation. Et quelques mois après, ce qu'on appelle le canal médiumnique se mettait en place, avec la capacité à communiquer, à percevoir, voilà, tout s'enclenchait comme ça. Quand tu parles de ton esprit est venu, s'est présenté à toi, ça peut être l'occasion de définir un petit peu les terminologies, parce qu'on entend souvent âme, corps, esprit, conscient, inconscient. Alors, pour essayer de saisir tout du long de cette émission, on va essayer, on va définir petit à petit peut-être. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? Donc, pour le coup, esprit, c'est-à-dire que dans ce corps, il n'y a pas d'esprit. Tu vois, par exemple, l'âme. J'ai réfléchi à comment expliquer ça. Je vais utiliser une parabole, qui est la parabole de l'arbre. Dans la parabole de l'arbre, la terre, c'est le corps physique. L'arbre, c'est l'âme. Et le soleil, c'est je suis, c'est l'esprit. C'est je suis en tant qu'esprit qui fait pousser l'âme, qui fait pousser l'arbre. Mais l'arbre, il ne peut pas pousser s'il n'a pas un socle. Et ce socle, c'est le corps. Ici, c'est le corps dense, c'est le corps le plus dense. Nous avons des facettes d'âme, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se réincarne, on crée une nouvelle facette, c'est une nouvelle feuille sur l'arbre. Ce qui fait que toutes les âmes n'ont pas le même âge. Quand tu dis « je suis étonné, quelqu'un qui a ton âge ait accès à ces dispositions-là », ce que je suis en tant qu'âme est très ancien. Donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de feuilles, et l'arbre est assez grand. Ce qui fait que quand je me réincarne, même si c'est la dernière feuille qui est en train de pousser, en arrière-plan, il y a tout l'arbre qui est présent. Et ce qui fait qu'au fil des années, on récupère de plus en plus rapidement ce qu'on a fait dans les autres vies. Pour ma part, ça a été vers 21 ans, mais il y en a certains, c'est vers 14 ans. Là, si je prends le cas de Mère Mira, que beaucoup connaissent, elle a 14 ans, ça s'est réenclenché. Et il y en a d'autres que je connais, c'était vers 8 ans. Vers 8 ans, tout se rouvre et ils ont accès à tout ça, parce que leurs âmes sont très anciennes.
D'accord. Donc quand on parle d'âme, en plus, c'est comme si on parlait d'un gigantesque arbre avec plein de feuilles. Et donc ici, la conscience de ce qui correspond à Stéphane, c'est la dernière feuille sur cet arbre. Qu'est-ce que tu mets derrière peut-être conscient, inconscient ou subconscient, au regard du corps, de l'âme et de l'esprit peut-être? Est-ce que c'est des termes qui, pour toi, tu préfères pas employer parce que trop confus? Conscient, c'est ce que la plupart des personnes a accès, c'est les 5 sens, c'est ici. Et ce qu'on appelle inconscient, en général, c'est ce qui relève de l'âme. Ce qui fait que plus on s'éveille, plus la notion d'inconscient disparaît. Et l'éveil, c'est justement l'inconscience qui disparaît. On est pleinement conscient. Et derrière le subconscient, tu mettrais quoi alors? J'ai pas de connaissance de ce terme pour pouvoir faire parallèle avec ce que j'expérimente. Okay. Donc ce que l'on est en tant qu'esprit... Donc si j'entends justement, excuse-moi, je me permets de couper, si j'entends tes propos, donc quand l'esprit se présente à toi, donc c'est comme si le soleil se présentait à l'arbre, à la terre. Non, c'est comme si le soleil se présentait à la dernière feuille. À la dernière feuille, d'accord, la dernière facette de l'arbre. Voilà. Je dis ça pour simplifier les choses, parce que comme l'âme est la projection de je suis, la projection de l'esprit que nous sommes, c'est la même chose d'une certaine façon. Et comme il se projette sur un nombre important de dimensions, je ne peux pas avoir avec exactitude la conscience de savoir que c'est ce que je suis en tant que pur esprit qui s'est manifesté. Mais quand j'étais en conscience de lui, mais qui était moi, et que je savais qu'il était en plus multiple, c'était vraiment, voilà, c'est indéfinissable, mais je savais que c'était ce que j'étais, et pour le simplifier, je veux dire que c'était l'esprit que j'étais, même si c'était peut-être une parcelle d'âme qui était élevée. Mais c'était tellement grandiose que, voilà, c'est pas facile à expliquer. Oui, parce que si j'entends tes propos, là, si l'esprit ou ton esprit se présente, c'est-à-dire que chacun a un soleil différent, un esprit différent? C'est ce que les personnes appellent la bonne étoile. La bonne étoile, c'est l'esprit que nous sommes. Et cet esprit, de là où il est, il a besoin de se faire grandir. Et pour se faire grandir, il se projette dans des âmes pour expérimenter. C'est-à-dire que lui, il est sans forme. Et il se projette dans des formes pour faire des expériences, pour s'enrichir, pour se découvrir et pour s'enrichir. Okay. Et donc, c'est cet arbre. D'accord. Suite à cette expérience de NDE, donc, où quelques temps après, tout s'est réouvert... Alors, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu cherchais sans chercher, c'est plus à titre de curiosité ou que tu as été dans cette voie-là, suite notamment à ton ami, sur une discussion anodine, tu sors de ton corps, ok, bon tiens, il se passe des choses. En fait, c'est plus profond que ça. Depuis enfant, depuis toujours, quand j'entendais le mot Dieu, je savais intuitivement, c'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose. Je me souviens d'un ami d'enfance qui mentait et il croisait les doigts derrière. Et je ne pouvais pas faire ça. C'était pas possible pour moi de mentir, parce que je savais que le divin était là et que mentir, c'était quelque chose qui n'était pas approprié. Et donc quand ça s'est produit, de fil en aiguille, je me suis dit, oui, mais ce qu'on appelle Dieu, le divin, peut-être que ça existe vraiment. Et là, il y a eu un appel qui était très grand. Donc c'est un appel. Ce n'était pas de la curiosité, c'est vraiment quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'a appelé et qui a fait que, comme s'il y avait un sens qui pouvait apparaître. Et ce sens, il y a eu une forme de confirmation avec l'accident de voiture, vu que là, complètement, il y a eu une visite et j'ai été en contact direct avec ce que je suis. Alors, est-ce que tu dis ça aujourd'hui, à tes 40 ans, avec le recul, donc plus facile à mettre des mots sur l'état d'esprit qui était le tien autour de tes 20 ans, alors qu'à tes 20 ans, peut-être je vais essayer d'expliquer peut-être différemment, c'est-à-dire que je rencontre beaucoup de personnes qui se disent cartésiennes, qui sont... gnostique, et quand je dis gnostique, c'est-à-dire qu'ils croient une force supérieure sans pour autant y attacher plus d'importance que ça, et mènent leur vie entre guillemets dans la matière sereinement, tranquillement, et peuvent être ouvertes à tiens, qu'est-ce que tu penses de la réincarnation, tiens, ça, oui, ouais, sans y attacher plus d'importance. Alors, donc ce que je t'expliquais hors antenne, c'est que toutes les âmes n'ont pas le même âge. Et qu'il n'est pas toujours simple de parler des aspects de l'âme. Parce que certains diront, mais pourquoi on n'a pas tous le même âge? C'est la même question que pourquoi tous les arbres n'ont pas été plantés en même temps. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Ce que je suis est assez ancien, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, parce que dans cette vie-ci, cette facette d'âme, c'est la première vie où elle s'éveille, où elle vit l'éveil. Donc toutes les autres vies,
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit que nous sommes ne s'incarne pas dans un seul corps en même temps. Simultanément, il y a plusieurs corps. Multidimension, voilà. Passé, présent, futur. Dans plusieurs dimensions, et dans cette dimension-ci, il y a d'autres corps qui sont la manifestation du même esprit. D'accord, dans cette réalité, dans cette époque-là. C'est ça, c'est-à-dire qu'ici, en simultané, il y a un certain nombre de personnes incarnées qui sont la manifestation du même esprit que je suis. Sauf qu'on a chacun, une branche différente de l'arbre, ouais. Mais on fait partie du même esprit. Et sur chaque branche, on a eu chacun nos vies à nous. Donc ce qui fait que je ne sais pas comment ont vécu les autres branches, mais ici, cette branche-ci, avec cette dernière feuille, c'est ici, dans cette vie-ci, que l'éveil se fait. Et donc forcément, ça conditionne toute l'existence. Ce qui fait que cette vie-ci, c'est la vie où cette facette d'âme vivait l'éveil. Et donc, forcément, ça allait frapper à sa porte tôt ou tard. Et donc, quand ça a frappé à ma porte, et ben, comme c'était prévu que l'éveil se fasse dans cette vie-ci, c'était la priorité dans ma vie. Donc, certains vont se demander, mais comment ça se fait que l'éveil, et j'expliquerai en quoi ça consiste après, comment ça se fait que l'éveil est vécu à cet âge-là? Et ben, pourquoi? Parce que depuis plus de 15 ans, j'en ai fait la priorité dans ma vie. J'ai pas eu un aspect secondaire. Pourquoi d'autres personnes... Ah, tu dis plus de 15 ans, donc... cette démarche est venue après donc, ton accident. C'est ça, c'est un an après, fin 2002, il y a autre chose qui s'est enclenché. Donc, il y a ce qu'on appelle des initiations, c'est-à-dire que l'éveil, ça ne se fait pas en une seule fois, ça se fait en plusieurs fois. Donc j'ai eu un appel avec la sortie de corps. Ah tiens, j'ai vécu le fait d'être une conscience hors du corps. Là, j'avais plus de croyance après ça. Je m'étais senti une conscience hors du corps. Je n'avais plus de corps, je continuais d'exister. Ça a continué avec l'accident de voiture. Là, c'est encore plus profond. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, j'ai rencontré l'esprit que je suis. Donc je savais qu'en plus, je n'étais pas seulement que juste une conscience, comme ici les matérialistes vont se dire, voilà, le corps est là, et le corps se crée un programme de conscience. Non, c'était plus que ça, c'était quelque chose d'encore plus grand. Donc la conscience, on peut l'associer à l'âme, mais là non, il y avait quelque chose d'encore plus grand derrière. Donc tu parles de ta quête, de ta recherche depuis plus de 15 ans, et tu parlais d'éveil. Et qu'il y a des étapes initiatiques, c'est-à-dire que... Excuse-moi, juste avant que tu développes, parce que on a vraiment pas mal de temps pour vraiment rentrer dans le détail, pour revenir, entre guillemets, les pieds sur terre et voir en même temps le cheminement du jeune homme que tu es, de ses rencontres. Donc quand t'arrive cette NDE, cet accident, qu'est-ce que tu fais, sachant que tu t'es senti en dehors de ton corps et que tu t'es senti appelé par ce que tu as, je ne sais pas comment tu l'as d'ailleurs défini, parce que là tu parles de ton esprit qui s'est présenté à toi, mais je ne sais pas si tu avais les mots. Avant. J'ai pas le droit de dire plus que ça. J'ai conscience précisément de ce qu'est cet esprit, mais j'ai pas le droit d'en dire plus. D'accord. Mais en tout cas, à ce moment-là, dans l'esprit qui était le tien à 21 ans, quand tu rencontres, c'est quoi? Qui me parle? Dieu? Non, il s'est présenté, il m'a dit je suis cela. Et je lui ai dit je te remercie. Il m'a dit je te remercie aussi parce que je suis toi et parce que nous sommes la même chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris cela. Après, ce qui est un peu particulier, c'est que 3 mois après, je suis en face d'une médium et je suis en train de parler avec elle. Je suis en formation énergétique, je suis en train de parler avec elle et d'un coup, elle est vraiment blanche. Bon. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit voilà, il y a telle entité spirituelle qui est là. Elle me dit de te dire que tu es cela. Et la médium me redit exactement la même chose que ce que l'esprit que je suis m'avait dit. Et alors là, c'est pareil, j'étais assis, heureusement, parce que là, au niveau cartésien, on dit c'est pas possible. Comment ça se fait? Et je voyais que cette dame-là, elle était vraiment impressionnée, elle s'y attendait pas. Et c'est aussi comme ça. Et j'ai eu plein de petits éléments comme ça. Et ce qui fait que ça m'a donné confiance. Parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient vraiment réelles. Quand je faisais des exercices de lecture d'aura, je m'étais rendu compte que par numérologie, on pouvait avoir la couleur principale de l'aura de la personne. Eh ben, j'ai fait la numérologie des personnes et un jour, j'ai vu toutes les personnes dans la pièce s'allumer, j'ai vu leur couleur et j'ai vérifié que leur date de naissance, à chaque fois ça correspondait. Donc il y en avait 3, donc il y avait une chance sur 1000, il y en avait 2 plus moi, donc une chance sur 1000 que le hasard ait fait que j'ai vu les bonnes couleurs, donc ça ne pouvait plus être du hasard. Mais ça c'est bien plus tard peut-être, si j'entends... Ça je ne sais plus dater, hein. C'est aux alentours, ça, 2001, 2001, 2002, 2003. D'accord, donc ça a été vraiment pour toi, suite à cet événement, de partir entre guillemets en quête d'explication, de compréhension, de perfectionner, parce que tu parles de stage énergétique, tu parles de la numérologie, donc alors que c'était apparemment
avant l'accident, c'était pas tes domaines de prédilection, tu t'y intéressais pas. Donc il s'est passé vraiment... Alors l'accident, il y a aussi quelque chose d'assez notable, c'est que quand les jours qui suivent l'accident, j'étais en relation avec quelqu'un et je suis allé la voir en lui disant il faut qu'on arrête la relation, je ne suis plus le même. Et apparemment, ce que je suis est plus descendu dans le corps après. C'est-à-dire que ce que je suis en tant qu'esprit est plus dans ce corps depuis l'accident. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et après l'accident. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une transcendance en termes de conscience, en termes de ce que je suis manifesté au moment de l'accident. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu ce type d'expérience et souvent il y a les cas semblables. C'est-à-dire que quand on revient, on n'est plus le même. Donc je crois que sur ton site, il y a la série AO, où il parle de ça en disant voilà, quand on revient de l'ANDE, on n'est plus le même. Bon, ça, ils s'en sont servis dans cette série-là, mais c'est quelque chose qui est réel. Et donc derrière aussi, j'avais conscience de beaucoup plus de choses. J'avais vraiment des conceptions qui se sont effondrées. Parce que je croyais comprendre le monde et je me suis rendu compte que je ne le comprenais pas du tout. Donc je me suis dit, alors si je me suis trompé sur ça, je me suis trompé sur quoi d'autre? Et là, je commençais à voir derrière l'envers du décor de ce qui se passait au niveau de la société, du système éducatif. Et donc là, c'est vraiment devenu en disant, voilà, j'ai besoin de tout réaborder avec un nouveau regard. Et donc, c'était un appel qui était très puissant. Même des fois, j'y réfléchis. Il y a eu des moments où j'avais vraiment des appels pour m'informer, pour méditer, pour réfléchir. C'était plus fort que moi, mais c'est ce qui a amené à aujourd'hui. Donc ce que je suis avait un plan bien précis et Stéphane, il a juste suivi les impulsions pour arriver à ici. Ce qui fait que quand on prend cet aspect-là, la notion de libre arbitre n'existe pas du point de vue de la personnalité humaine. Mais en fait, c'est ce que je suis qui a décidé les choses. Et donc c'est ce que j'ai choisi. Donc en fait, j'ai juste respecté mon plan de vie. Donc tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais on n'a pas le libre arbitre. Oui, en tant que personnalité humaine, vous n'avez pas le libre arbitre. Vous êtes le véhicule d'incarnation. Ce qui expérimente, c'est l'âme. Ce qui fait le plan d'expérimentation, c'est je suis. Alors, dans ce sens, quels sont tes souhaits, puisque tu décides de reposer tout à plat, de ta vision du monde, de tes croyances, etc. Quel est ton souhait? Tu parles d'énergie, donc tu souhaites te former à l'énergétique, tu souhaites t'initier ou aller voir des médiums, puisque tu parles de médiums. C'est beaucoup plus simple que ça. Pendant 1 ou 2 ans, je tâtonne un petit peu, je fais un petit peu mes expériences, et un jour, je passe devant un stand où ils proposent de faire du Sahaja Yoga à Lille. Et on me dit, tu veux essayer? J'essaye. Et je fais une expérience, je sens qu'il se passe quelque chose, et quand je regarde la photo du maître associé, je sens qu'il se passe quelque chose de profond. Ok, donc là c'était sur un stand dans un salon, et je retourne les voir par la suite, et là ils me font le protocole d'initiation en entier. Et là, le protocole d'initiation, il y a quelque chose d'innommable qui se produit, c'est-à-dire vraiment un épisode d'éveil. Donc là, pour le coup, c'est l'une des initiations, c'est-à-dire que le voile avait commencé à se lever, et là, le voile, il se lève un peu plus. Et là, pendant 3 jours, c'est conscience modifiée, révélation, compréhension sur le monde, sur l'univers. C'est vraiment, pendant 3 jours, ça s'ouvre, et il y a plein de choses qui viennent. Donc quand je sors de ces 3 jours-là, j'ai encore une autre approche des choses. Question. Oui. Quand il t'advient cette ouverture, ce voile à nouveau qui se déchire, où on va dire que la conscience à nouveau grandit en compréhension de ce qu'elle est, de ce qu'est la réalité, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Stéphane Bissement, jeune homme, dans les études, son travail? Je ne sais pas, qu'est-ce qui... Parce qu'il faut lier peut-être les deux. Vivre des expériences de conscience modifiées, amplifiées, c'est une chose, mais dans la vie du quotidien, les parents, etc., la petite amie, je ne sais pas comment ça se gère. Tout bascule. Tout bascule, c'est-à-dire qu'au niveau de la famille, ça n'a pas été simple. Au niveau des proches, il y avait de l'incompréhension. Je pensais que si je l'avais vécu, tout le monde pouvait le vivre. Donc j'en ai parlé autour de moi. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et donc socialement, ça a été compliqué. Tu étais étudiant ou tu travaillais? J'étais étudiant. Dans quel domaine? Alors j'étais étudiant en biologie à la fac. Et donc comme ça m'a pris beaucoup de temps, il m'a fallu du temps pour obtenir la 2e année de DUG. Mais bon, il fallait ce qu'il fallait.
J'ai eu, on va dire, des événements de vie initiatiques assez particuliers. Et quand ça s'est un petit peu posé, j'ai repris des études d'éducateur spécialisé. Mais quand je parle avec la personne là, que j'ai rencontrée après, il me disait, tu sais, toi ça va, tu as de la chance, tu l'as eu qu'à 21 ans. Il me dit, moi je l'ai eu quand j'avais 8 ans. Et donc il me dit, j'ai pas eu d'enfance. Il dit, toi au moins tu auras eu une enfance. Mais là, quand je discute avec un de mes amis d'enfance, qui lui, ça vient de lui arriver à bientôt 40 ans, il me dit, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais eu la même chose à ton âge. Mais je lui ai dit, c'est pas grave, c'était mon rôle de vivre ça vers les 20 ans, comme ça maintenant je peux t'aider. Comme c'était son rôle à celui qui l'a vécu vers les 8 ans, parce qu'au moins lui, il avait déjà 25 ans de parcours quand je l'ai rencontré, qui m'a aidé à accéder, à grandir sur le chemin de l'éveil. Alors, on va rentrer, si tu le veux bien, dans la définition de ce qu'est l'éveil. Dans la tradition orientale et par ceux que j'ai pu avoir à l'antenne, d'ici maintenant, il s'agit d'hommes ou de femmes qui ne sont plus du tout identifiés à ce corps, à leur personnalité, si ce n'est qu'ils savent qu'ils jouent un personnage et qu'ils savent qu'ils sont le « je suis », tout ce qui est, c'est. Voilà, je suis ce qui est. Donc ça, c'est une vision de ce qu'on qualifie comme étant l'éveil. En même temps, dans d'autres traditions, on parle de différents stades d'éveil. Alors, dans ce que tu nous racontes, avec cette initiation au niveau du yoga, de quoi tu parles quand tu parles d'éveil? Est-ce que c'est l'éveil dans le sens que je viens de qualifier, ou c'est autre chose? Alors, je vais détailler les étapes. Le fait est, c'est que j'ai très peu lu, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai surtout eu la chance relativement jeune, c'était en 2004, de rencontrer quelqu'un qui était éveillé depuis sa naissance. Donc cette personne m'a vraiment beaucoup aidé à vivre en direct, quoi. C'était vraiment, voilà, j'aurais pu lire 1000 livres, ça n'aurait pas égalé ce qui m'a apporté. J'ai vécu ces étapes d'ouverture, des états de grâce, des états de révélation, et je suis tombé sur les écrits théosophiques. Et dans les écrits théosophiques, ils décrivent un processus d'éveil qui se fait selon plusieurs initiations. Ce qu'on appelle première initiation, c'est le premier contact avec l'âme. C'est-à-dire qu'en général, les personnes elles ont une ouverture spirituelle. Elles savent qu'il y a autre chose, mais c'est pas net. La première initiation, c'est le moment où en fait, on a la révélation de l'âme que nous sommes. En tant qu'âme, donc là, on a une perception que nous sommes plus qu'une feuille, nous sommes un arbre. Ça, c'est la première initiation. La deuxième initiation, elle prend un aspect qui est beaucoup plus grand. Ça correspondait a priori à ce qui a été vécu avec l'initiation de yoga. C'est vraiment la conscience que tout est un. Et à ce moment-là, j'avais même conscience que rien n'existait en dehors de ce que je suis. C'est-à-dire que j'avais la conscience que tout l'univers, toutes les étoiles, toutes les galaxies, elles étaient dans mon corps. Et j'en passe. Donc c'est vraiment des moments de révélation qui sont vraiment importants. La première initiation, pour pouvoir y accéder, on a besoin d'avoir un certain degré de maîtrise du corps physique. J'avais fait beaucoup d'arts martiaux, donc ça fait que j'étais bien dans mon corps. Parce qu'il y a besoin d'équilibrer le matériel avec le spirituel. Donc j'ai pu accéder à l'âme parce que j'étais suffisamment ancré à ce moment-là. Donc la première initiation, qui est la première révélation que l'âme existe. Donc quand on vit la première initiation, si on pose la question à une personne qui a vécu la première initiation, est-ce que l'âme existe? Elle répond oui, c'est une certitude pour elle parce qu'elle l'a vécu. La deuxième initiation, elle survient quand on réussit à maîtriser son émotionnel, avoir du détachement émotionnel, ne plus être dans la réaction, dans la réactivité. Ça nous permet d'appréhender que tout est un. Et pareil, c'est une expérience qui est vraiment profonde. Donc là, on est vraiment sur les premiers degrés de réveil. Ouais. C'est pas de l'éveil, c'est du réveil. On se souvient qu'on est une âme. On se souvient que cette âme, elle est un avec chaque chose. Pour pouvoir accéder à la troisième initiation, il y a nécessité de développer un certain degré de maîtrise du mental. Donc on doit développer la méditation, on doit développer la concentration. On doit pouvoir réussir à ne plus être pris par le flot de pensée. Pour que ce qu'on appelle âme descende dans le corps. Le principe est le suivant, c'est-à-dire que ici c'est un véhicule, et le véhicule a besoin d'être immobile pour que le conducteur y rentre dedans. Donc on doit rendre le corps immobile, on doit rendre l'émotionnel immobile, on doit rendre le
le mental immobile. La troisième initiation, c'est la fusion de l'âme dans le corps. Et au moment où on vit la fusion de l'âme dans le corps, on n'est plus dans la conscience d'unité, on vit l'unité. C'est très différent. Et là, on se ressent en unité avec tout l'univers. Ouais, excuse-moi. Donc, par rapport à cette désidentification totale dont je parlais suite aux traditions... C'est après. D'accord. C'est après. Là, pour l'instant, on n'est pas encore dans la désidentification. Okay. Là, on est en train de prendre possession de la personnalité depuis l'âme. Donc la personnalité, c'est ce que je suis en tant que corps physique, en tant que corps émotionnel et en tant que corps mental. Ce que je suis en tant qu'âme, en tant que conscience, c'est ce qui est au-delà de cela. C'est-à-dire que ma conscience, elle peut observer mes pensées, elle peut observer mes émotions, elle peut observer mon corps physique. Donc ça montre bien que c'est autre chose. Donc ici, troisième initiation, ça descend. Et en plus, on prend conscience qu'on est tout le temps au même endroit. Donc ça, c'est les personnes qui disent « c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis toujours au centre de l'univers et que c'est l'univers qui se déplace autour de moi ». Ça correspond à des aspects de troisième initiation. Et la quatrième initiation, c'est l'étape de renoncement. Et c'est à ce moment-là que la désidentification, elle se fait. C'est-à-dire que pour pouvoir repousser un objet, il faut pouvoir le toucher. Les trois premières initiations, elles servent à toucher la personnalité et à prendre possession de la personnalité. Et la quatrième initiation, c'est on renonce à tout ça. Comment on renonce à tout ça ? Eh bien, à la troisième initiation, on prend conscience de je suis. C'est-à-dire qu'il y a la révélation de je suis qui apparaît. Et dès qu'on a la révélation de je suis, la première initiation, on a la révélation de l'âme, on ne veut qu'une chose, c'est fusionner avec l'âme. Et dès que l'on a la révélation de je suis, la troisième initiation, on ne veut qu'une seule chose, c'est fusionner avec je suis. Et on s'offre à je suis, et on donne tout pour je suis. De toute façon, on se rend compte qu'on veut contrôler notre vie, on n'y arrive pas, qu'on essaie de comprendre les choses, mais qu'en fait, on ne sait rien. Et en fait, c'est l'aveu d'impuissance totale qui fait qu'on renonce, et de toute façon, je suis apparaît de plus en plus. Et c'est un moment, le fait de s'offrir totalement, mais ça on est aidé, hein, on a des expériences de rupture qui font que tout ce à quoi on pourrait s'accrocher dans la vie, ça nous glisse entre les doigts, il y a des pertes, voilà, il y a vraiment un moment où on a l'impression de se retrouver sans rien, que c'est catastrophique, mais quand ça se produit, il reste quelque chose et c'est je suis. Et là on a une profonde révélation, et à un moment, ça lâche. Je peux pas dire autrement que comment ça s'est produit pour moi. J'ai suivi les enseignements d'un maître spirituel qui s'appelle Andrew Cohen. Il a donné des principes. Oui, Andrew Cohen, l'américain. Oui, des principes très clairs. Il a dit si vous voulez vivre l'éveil et que ce n'est pas votre priorité, vous n'y arriverez jamais parce qu'il y a besoin de focaliser ça. Lui, il disait le premier pilier, c'est la clarté d'intention. Désirer être libre plus que toute autre chose. Parce que tant qu'on est prisonnier de nos mécanismes, de nos pulsions, de nos conceptions, du regard des autres et ainsi de suite, on n'est pas libre. Désirer être libre plus que toute autre chose. Le deuxième pilier, c'était la loi de responsabilité. Acceptez la responsabilité de tout ce que vous avez fait. Si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, vous ne pouvez pas vous libérer. Le troisième pilier, c'est de dire oui à tout. Mais dire oui à tout, c'est en lien avec la conscience d'unité. Si je dis non à quelque chose qui est à l'extérieur de mon corps, je dis non à ce qui est à l'intérieur, et on ne peut pas y arriver. Et ensuite, la loi d'impersonnalité est de servir pour le bien de l'ensemble. J'ai suivi ces indications-là. J'ai médité matin et soir pendant... il m'a fallu combien de temps avant que ça se produise ? 12 ans. 12 ans, matin et soir, tous les jours, sans exception. Donc quand tu as eu l'expérience d'éveil, entre guillemets, oui. Avec le yoga, c'était par rapport aux définitions que tu donnes de l'éveil, ça en était où avec le yoga ? L'expérience en 2002 ? Ouais, avec le yoga, si c'était en 2002, oui, pourquoi pas. Voilà, donc là, ça correspondait à la deuxième initiation. D'accord. La troisième initiation, je l'ai vécue aux alentours de 2010. Voilà, c'est vraiment... Même, je me suis demandé ce que c'était à ce moment-là, parce que quand on vit quelque chose comme ça, on se dit, c'est ça, l'éveil, le vrai éveil. Après, je me suis rendu compte que c'était pas ça, même si c'était complètement extraordinaire. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est l'éveil, c'est... Tant qu'on n'a pas vécu l'éveil, c'est comme si on était face à un miroir et que l'on croit que ce que l'on est, c'est ce qu'on voit dans le miroir. Les initiations, elles permettent à un moment de sentir qu'il y a un miroir. Et l'éveil, qui correspond à la quatrième initiation, en fait, on franchit le miroir. Et quand le miroir se franchit, il m'a fallu plusieurs mois pour me souvenir comment ça faisait de penser comme tout le monde, d'être en conscience comme tout le monde. Il y a quelque chose qui saute, hein. Du jour au lendemain, je ne me souvenais plus de comment j'étais et de comment je fonctionnais. C'est dingue ça. Il m'a fallu plusieurs mois, notamment grâce à ma compagne, pour me souvenir de comment un être humain
fonctionne en société, de façon classique, on va dire. Je veux dire de façon normale. Tu peux nous donner des exemples qu'est-ce qui s'était passé suite à cet éveil pour que tu aies oublié comment tu étais avant, si je puis dire. C'est la conscience sans pensée qui est tout le temps. C'est le fait d'être en unité avec je suis. C'est le fait de savoir qu'on peut tout changer en chaque instant, ce qui fait que tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, ça n'a plus aucune importance. Que tout ce qui est dans le passé n'existe plus, donc on n'a plus aucune nostalgie. Mais on sait qu'il y a des choses qui restent, on peut tout changer dans l'instant. Et comme on sait qu'on peut tout changer dans l'instant, la peur n'existe plus parce qu'on sait qu'on va créer notre futur. Il n'y a plus de peur. On se sent bien. C'est vraiment... Voilà, on n'est plus happé par le fil de pensée. Le fil de pensée qui nous fait tourner, on n'a plus ça. Et après, cet aspect de désidentification qui apparaît. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé après en expliquant aux autres en quoi ce qu'ils vivaient était différent de ce que je vivais. Et bien souvent, je disais oui, mais là ta problématique, c'est que tu t'identifies à ça. Là, tu te mets en colère parce que je t'ai dit ça. Mais voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris que les personnes étaient identifiées. Donc c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on travaille à quelque chose et quand on le vit, et ben après, c'est seulement après qu'on comprend vraiment ce qui s'est passé. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que t'a permis de... tu peux nous donner des exemples tu parles de ta compagne qui t'a permis de ressaisir, entre guillemets, si je puis dire, qui tu étais ou comment tu fonctionnais pour à nouveau, entre guillemets, fonctionner avec monsieur et madame tout le monde, c'était... Non, fonctionner avec eux, c'était pour moi, fonctionner avec eux, c'était très, très simple. Mais comme je l'ai sur un mode de fonctionnement qui était différent, ben forcément, je ne fonctionnais plus comme tout le monde. Et donc, eux réagissaient d'une certaine façon vis-à-vis de moi. Ah, tu peux nous donner un ou deux exemples, je sais pas. Par exemple, les projections. Je me rendais compte que l'environnement projetait sur ce que je suis leur mode de fonctionnement. Et souvent, je dis, mais non, ça c'est toi, ton mode de fonctionnement que tu projettes sur moi. Ça, tu me dis ça, mais ça, c'est ta peur que tu projettes. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des profondes identifications à ce qui avait été vécu, et à ce que l'on pensait, à ce qui était ressenti, et ainsi de suite. Mais que les personnes, pour elles, c'était réel. C'était réel, c'était leur illusion intérieure qui était réelle, mais étant libéré de l'illusion, je ne pouvais plus acquiescer à certaines choses de l'environnement, et forcément, ça créait des situations où je disais non, ça c'est ton truc, je ne peux pas acquiescer à ça. D'accord. Tu as mentionné la théosophie, ouais. Donc forcément je pense à Blavatsky, ouais. Entre autres, Alice Bailey. Donc ça c'est les écrits d'Alice Bailey. Les initiations, c'est après coup, en lisant dans le livre, que j'ai vu à quoi ça correspondait. Donc pour toi, c'était tangible, c'était compréhensible. Tu pouvais trouver un mode opératoire, enfin pas tant un mode opératoire qu'un mode qui explique les processus. Il y avait une description de ce que j'avais fait et des résultats que ça obtenait. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai médité en créant mon mode opératoire de méditation. Je changeais régulièrement, parce que j'avais des choses différentes à développer. Et il se passait certaines choses pendant mes méditations. Et après, quand je lis le livre, ben oui, il a fallu faire ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai vécu ça. Ah ben oui, ça c'était à ce moment-là. Et je voyais que tout était raccord et que tout fonctionnait. D'accord. Donc j'avais vraiment une approche scientifique. Et j'ai continué. Et cette approche scientifique, elle s'est poursuivie. Alors, pour se rapprocher un peu du côté thérapeutique, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la notion de service aux autres, tu as été éducateur spécialisé et pas dans n'importe quel domaine parce que c'est vaste. Mais là, on parle d'éducateur spécialisé auprès de certaines personnes dépendantes aux drogues, héroïne, cocaïne ou encore l'alcool, ce qui est encore peut-être plus difficile. Alors, je vais expliquer quelque chose d'important, c'est que plus jeune, on m'a fait fumer du cannabis. La première fois que j'ai fumé du cannabis, j'ai eu un état de transe. La personne avec qui j'étais a eu peur, parce qu'elle ne savait pas quand ça pouvait arriver. Et j'ai eu des états d'ouverture. Et à un moment, donc ça c'est un petit parallèle pour ceux qui utilisent ces substances-là, j'avais un état de conscience modifié, et il y a une conscience qui s'adressait à moi, qui m'a dit « Tu vois ce que tu es en train de vivre maintenant, tu refais la même chose sans le cannabis. » Il m'a dit « Le cannabis c'est juste un outil pour montrer les choses. On ne doit pas s'en servir de façon continuelle. » Et donc derrière, j'ai arrêté de fumer du cannabis en méditant.
C'est ça qui m'a permis de faire la transition. En tant qu'éducateur spécialisé, le credo qu'on nous a appris, c'est permettre l'autonomie de la personne. Et donc j'ai vraiment fait un chemin d'autonomisation avec la méditation pour sortir des dépendances, que ce soit des dépendances de substances, des dépendances à des plaisirs matériels, des dépendances à l'affection des autres. Voilà, j'ai vraiment été dans cette démarche d'autonomie. Et cette démarche d'autonomie, je continue de la proposer dans les méditations que je propose toutes les semaines, dans les formations, et là dans les mois à venir, des retraites qui vont permettre aux personnes qui se sentent appelées par cette démarche de venir afin de pouvoir expérimenter qu'est-ce que c'est la conscience d'éveil. Tous ceux qui ont déjà rencontré Ama, Mère Mira ou des personnalités divines voient bien qu'il se passe quelque chose en présence. Dès que quelqu'un vit l'éveil, il peut communiquer la conscience d'éveil à celui qui vient. Donc là, mon objectif, c'est ici de vraiment me présenter, de dire voilà, que ceux qui se sentent appelés, voilà, qu'on peut se rencontrer et faire vraiment un accompagnement pour pouvoir identifier qu'est-ce qui a besoin d'être recalé à l'intérieur pour pouvoir avancer. Je ne serais pas là aujourd'hui si on n'avait pas fait la même chose avec. Alors Stéphane, il y a beaucoup de choses en même temps parce qu'on parle d'éveil et de ceux et celles que j'ai rencontrés qui ont eu cette 4e initiation, donc d'éveil. Qui n'est que le début, parce voilà. Que là c'est l'éveil à la conscience. C'est pas l'éveil à proprement parler, parce que l'éveil à proprement parler, l'éveil à la conscience, moi ce que j'appelle l'accès à la conscience lumineuse, c'est l'illumination du mental, donc c'est l'illumination à proprement parler. On est en conscience lumineuse, on est en conscience de non-dualité. C'est la conscience de non-dualité, c'est ça la caractéristique. Donc quand on discute avec des personnes qui sont en conscience de dualité, déjà ça fait bizarre, c'est la conscience de non-dualité. Et cette conscience de non-dualité, cette illumination, elle grandit, c'est un moment, il y a ce qu'on appelle la Kundalini qui s'active totalement. Et donc là c'est très significatif, c'est-à-dire que du jour au lendemain, elle monte au sommet du crâne, et on a un état d'énergie qui n'est pas le même, et voilà, ça s'en ressent sur l'environnement. Ça c'est la 5e initiation. La 6e initiation, c'est le moment où je suis fusionné avec le corps. Et là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on n'est plus le corps, mais on a même conscience qu'on n'est même plus l'âme. On a conscience qu'on est juste je suis. Et on a conscience que ce n'est pas important l'âge du corps, et que ce n'est pas important l'âge de l'âme. Parce que je suis n'est qu'une seule et même chose. Je suis est issu d'un grand feu, et si on veut, je suis, ce sont les étincelles issues de ce grand feu, mais ce sont des feux. Qu'est-ce qui est le mieux ? Un petit feu ou un grand feu ? Un feu, ça reste du feu, il a toujours la même qualité, il a toujours la même chaleur. C'est ça qu'on comprend conscience. Et c'est ça, c'est vraiment l'éveil qui transcende tout. Parce que là, on ne voit plus que je suis dans l'autre. Est-ce qu'on peut, tu crois, être je suis dans l'autre en étant sur cette terre ? Est-ce que tu crois que cette 7e initiation, puisque tu parles de 7e... La 6e initiation, c'est l'état de maître. La 6e, pardon. Ouais. C'est l'état de maître, tous les maîtres incarnés sur Terre le prouvent. Quand tu parles de maître, tu penses à qui ? Parce que on appelle maître des êtres éveillés. C'est des personnes comme Andrew Cohen, comme Mère Mira, comme Ama, comme Shrita Tata. D'accord. Ce sont des... Voilà. Vraiment okay. qui manifeste à un certain degré je suis. Quoi. Ok. Mais il prouve que c'est possible. L'initiation, c'est un processus qui a été créé pour permettre à je suis de prendre possession des corps. Il faut bien comprendre que ces corps, tout le monde a les mêmes. Mais, donc tous les corps ont le même potentiel. Mais tout le monde n'exploite pas le potentiel de la même façon. L'initiation, c'est ce qui permet à je suis de pénétrer dans le corps et que la conscience christique se manifeste ici. En fait, Christ, c'est la conscience, c'est je suis qui est dans le corps. C'est un titre, Christ. Donc quand on dit Jésus-Christ, on a fait un amalgame entre Jésus et le Christ. Mais Christ, c'est l'état de conscience éveillée des maîtres. Donc tout maître est Christ. D'accord. Avec les... Alors, puisqu'on parle d'éveil, et qu'il y a différents degrés d'éveil, et sans pour autant jouer sur les mots et le détail de certains que j'ai rencontrés, qui sont éveillés ou qualifiés comme tels par les autres, parce que j'ai jamais entendu dire qu'un éveillé se dit être éveillé, là aussi, puisqu'il n'y a pas cette identification. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont développé certaines caractéristiques. Je parle notamment de sentir les énergies, de voir totalement dans les jeux... alors oui, dans les jeux de miroir et de ce que l'autre projette, ça, aucun problème. Mais j'entends de développer ce que, chez les hindous, on appelle les siddhis, ou les pouvoirs, les caractéristiques qu'on arrive à développer à un certain moment, suite à un certain travail que l'on fait.
Or, pour toi, je ne sais pas si tu les as travaillés ou si, on va dire, suite à ton bagage de tes vies passées, bah, tu les avais déjà et ils sont très vite revenus en réminiscence suite à ta deuxième initiation, peut-être, je ne sais pas. On peut dire ça comme ça. Dès qu'on vit la première initiation, la conscience de l'âme, déjà la médiumnité, elle peut commencer à s'enclencher. Dès que l'on vit la troisième initiation, comme ça correspond à l'activation du centre énergétique qu'on appelle le troisième œil, on peut commencer à percevoir dans les dimensions, et là on commence à percevoir beaucoup de choses. Quand on vit cette fameuse désidentification, on rentre vraiment dans la clairvoyance. C'est-à-dire que comme ça devient vraiment translucide là où on est, c'est à ce moment-là qu'on commence à tout percevoir. Pour rebondir sur ce que tu disais, quand on parle d'initié, c'est l'âme qui est initiée. Quand on parle d'éveil, quand on parle de maître, c'est je suis qui est le maître. Donc j'ai pas de souci à dire que je suis se manifeste depuis ce corps et que je suis et maître par rapport à ce corps. Non, ça ne me pose aucun problème. Ce n'est pas Stéphane. Stéphane, c'est d'ailleurs le problème de l'ego spirituel. Stéphane, il est Stéphane, il ne restera que Stéphane, et Stéphane, il est tout petit. Stéphane, il ne peut pas faire grand-chose. Stéphane, il a juste, pour une raison ou pour une autre, laissé faire l'âme et l'esprit je suis qu'il est, prendre la place. Et en fait, là, je parle, les mots, je ne sais plus comment dire, ici, les mots sortent, mais je ne sais absolument pas ce qui est dit. Je laisse ce que je suis parler. Et c'est vrai que faire cette vidéo, c'était vraiment d'assumer, de dire, voilà, pourquoi il m'a fallu presque 3 ans pour pouvoir l'assumer. C'est-à-dire que cet éveil, il a été vécu, et j'osais pas en parler. Il m'a fallu plusieurs mois pour en parler. J'en parlais à ma compagne, je dis, tu sais, il s'est passé quelque chose. Après, il y a 2-3 personnes qui ont été au courant, mais quasiment pendant 2 ans, personne n'était au courant. Et là, je dis, j'ai pas à avoir honte de ça. J'ai pas à avoir honte d'avoir vécu cela, parce que si d'autres n'avaient pas assumé ce rôle-là, ils ne m'auraient pas aidé à cela. Combien de fois j'ai pu être aidé quand je suis allé voir Amma? Combien de fois j'ai pu être aidé quand je suis allé voir Mère Mira? Combien de fois j'ai pu être aidé quand j'ai rencontré Andrew Cohen? Et eux, ils ont assumé ça. Donc là, je l'assume, mais c'est... Stéphane, il est juste Stéphane. Ces parcelles d'âme, c'est ces parcelles d'âme. Ce n'est pas. Donc Stéphane, il est tranquille, lui, il a juste son rôle de laisser je suis agir. Alors, dans ce sens, tu proposes à ceux et celles qui viennent te voir justement de les accompagner à cette reconnaissance en fonction de là où ils en sont. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire qu'une fois que l'éveil est vécu, on devient vraiment des miroirs. On devient des miroirs pour l'autre, et en plus on acquiert une telle sensibilité qu'on a la possibilité d'expliquer à l'autre pourquoi il vit ce qu'il vit. Donc c'est vraiment très, très précieux pour la personne qui dit voilà, je me sens souvent en colère, mais je ne sais pas pourquoi. On laisse la sensibilité agir et l'information vient. Ta colère, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut avoir accès à toutes les informations. En tout cas, pour ta part, tu peux avoir accès à toutes les informations. Oui, mais je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul. Ah non, quand tu me parlais que Franck Lobet, au téléphone, il était capable d'expliquer des choses, mais ça, c'est une capacité qui est naturelle une fois que cette conscience, elle se met en place. Alors, j'entends très bien que tu puisses le dire, de ceux et celles qui n'ont pas encore ces capacités, et donc c'est pourquoi ils viennent à toi. C'est parce que tu as fait un certain chemin et qu'ils veulent savoir quel serait... tu parles de protocole, tout à l'heure tu as parlé de protocole ou des exercices, et les exercices varient en fonction de chaque individu. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, etc. Le fait c'est que toute personne qui va rechercher les capacités ne les aura pas. Les capacités, elles viennent quand on accepte d'offrir sa vie au divin et d'être au service de l'humanité. C'est seulement à ce moment-là que les capacités apparaissent. Donc les personnes qui souhaitent réaliser ce qu'elles sont, qu'elles souhaitent s'éveiller à ce qu'elles sont, elles obtiendront en conséquence, par la suite, les dispositions. Les techniques de yoga, elles sont faites pour... Yoga, ça veut dire union. C'est fait pour s'unir avec ce que nous sommes. Les techniques de yoga, elles sont là pour aider à purifier le corps, à purifier l'émotionnel, à purifier les systèmes énergétiques. Et elles sont là pour nous aider à y voir plus clair dans ce que nous sommes, à accepter de regarder tout ce qui nous fait honte, tout ce qui nous blesse. La problématique de l'identification, c'est que les personnes croient qu'elles sont ce qu'elles ont fait, ou qu'elles croient qu'elles sont ce qu'elles ont pensé et qu'elles ont subi, et quelles sont leurs erreurs. Là, je vais expliquer les clés de libération qui sont accessibles depuis cette conscience-là.
Le fait d'avoir le souvenir du fait qu'en tant qu'esprit, on descend dans la matière. Avant de descendre dans la matière, on sait qu'on va oublier qu'on est des esprits en descendant dans la matière. C'est fait exprès parce que le processus évolutif ne peut se faire que comme ça. On descend dans la matière dans un monde où tout est inversé. Le principe ici, c'est qu'on vit tout par l'opposé. On va tout vivre par l'inverse. Et c'est à force de vivre les pulsions matérielles, les aspects matériels par l'inverse et que ça nous fasse souffrir, qui amène à un renversement en disant « Eh bien, j'ai envie du contraire ». Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le fait de faire des erreurs, c'est la norme. C'est-à-dire qu'on est ici pour faire des erreurs, le maximum d'erreurs et de tirer les leçons de chacune de nos erreurs. Donc si la base, c'est de faire des erreurs, eh ben, on n'a pas à se culpabiliser d'avoir fait des erreurs, parce que bien souvent les erreurs, on considère que c'est des fautes. C'est pas la même chose. Mais une faute, si souvent on se culpabilise des fautes, une faute, on ne peut faire une faute que si on sait qu'on est en train de faire une faute. Une faute ne peut être qu'intentionnelle. Donc si vous êtes dans l'ignorance et que vous faites des erreurs, vous ne faites pas de faute. Donc vous ne pouvez pas vous sentir coupable. Faire une faute, ce serait faire quelque chose de contre nature, en sachant que ça va nous faire du mal. Or, si on sait que ça va nous faire du mal, on n'a pas été créé pour se faire du mal, donc on ne le fait pas. Donc ce n'est pas possible de faire de faute sur Terre. On ne peut faire que des erreurs. Donc si on ne peut pas faire de faute, on est coupable de rien. Et on dit, voilà, on a chuté parce qu'on a fait des bêtises. C'est faux, ça c'est un mensonge qui a été raconté pour maintenir les personnes dans la culpabilité. Nous ne sommes coupables de rien. Et dès qu'on assume le fait que même ce que l'on a subi, c'est nous qui l'avons créé, et ça pour certains ça va pas être facile à entendre, mais pourtant c'est la réalité, parce que la loi d'attraction fait que dès qu'on se réincarne, on se crée une vie en fonction de nos conceptions. Et donc si on a la conception que les hommes ou les femmes sont mauvais, vont nous faire du mal, on se réincarne, et ben si on est un homme et que l'on croit que les femmes vont nous faire du mal, et ben les femmes vont nous faire du mal. Il y a même un autre cas, où quand on a fait du tort à d'autres, si à un moment on se retrouve dans le même cas de figure, les autres vont nous faire du tort de la même façon. Donc c'est nous qui créons tout. Donc là on a juste à se responsabiliser en disant voilà, on a des conceptions erronées par rapport à des erreurs qu'on n'a pas réussi à guérir. Et le travail d'accompagnement que je fais en individuel, c'est ça, c'est d'aider les personnes à comprendre en quoi elles se sentent coupables et à libérer leur culpabilité pour prendre conscience de leurs erreurs. Une fois qu'on se libère de la culpabilité, systématiquement la prise de conscience elle vient, la guérison se fait et on peut passer à autre chose. Alors, dans ce sens-là, tu as abordé les vies antérieures. On va y venir, puisque ton pseudonyme, entre guillemets, par exemple, je mentionnais ta chaîne YouTube au tout début, c'est Antaln, connaissance initiatique. Antaln, tu vas pouvoir nous dire pourquoi ce pseudo, ce qui va nous amener aux vies passées et l'intérêt ou pas d'aborder la notion des vies passées dans le cadre d'un suivi thérapeutique, entre guillemets. Alors, Antaln, il a été choisi quand j'ai pris conscience d'être une âme qui serait incarnée. Et donc je me suis dit, si ici c'est Stéphane, donc j'avais les noms de certaines de mes vies passées, alors ici c'est Stéphane, à un moment c'était François, alors j'ai dit, alors ce nom-là, ça ne me définit pas, qu'est-ce qui me définit? Donc j'ai demandé, qu'est-ce qui me définit, c'est quoi, quel est le nom, la fréquence de la conscience qui se manifeste? Et on m'a donné Antaln. Au jour d'aujourd'hui, Antaln n'a aucune signification, il n'a pas plus de signification que Stéphane, parce que là où se situe la conscience de ce que je suis, c'est au-delà des facettes d'âme. C'est-à-dire que il y a un principe qui est fondamental, et ça, j'axe vraiment l'enseignement là-dessus, c'est le fait de pouvoir distinguer le fond de la forme. De pouvoir distinguer le fait de faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que l'habit ne fait pas le moine. Et ici, je me suis rendu compte que pourquoi les personnes manquaient autant de discernement et avaient des difficultés à distinguer le fond de la forme, de comprendre qu'il y a toujours un deuxième revers à la pièce, c'est que pour bien appréhender ça, il faut comprendre que le fond, c'est je suis, et que la forme, ce sont les facettes d'âme, et que ce sont les corps. Donc ici, dans la conscience de ce que je suis, même les facettes d'âme sont illusoires parce qu'elles sont temporaires. Donc Antaln, c'est juste une appellation par rapport à une conscience qui se manifeste dans des facettes d'âme et qui se manifeste dans ce corps qui s'appelle Stéphane, mais ce que je suis est encore au-delà de ça. Donc c'était vraiment juste un nom pour dire, voilà, n'identifiez pas ce que je suis au nom qui a été donné au corps. C'est comme si vous m'identifiez
un numéro de plaque numérologique de ma voiture. C'est exactement la même chose. C'est réducteur. Ou c'est comme si vous identifiez une personne de vêtements qu'elle porte. Mais dans notre société, tu le sais très bien, on en parlait tout à l'heure, qu'il suffit d'aller sur Paris pour voir la variété des styles vestimentaires et à quel point le style vestimentaire a son importance. Mais ça n'a aucune importance de comment on est habillé, même de comment on est coiffé. C'est ce que nous sommes qui est important. Alors, dans le cadre thérapeutique des suivis, est-ce que d'aller faire un tour sur les vies passées de l'individu qui vient de voir est important ou non? Alors, c'est important sans être important. Au moment, ici en tant qu'être humain, ces corps, ils ont la capacité exceptionnelle, extraordinaire, les corps humains ont été créés pour ça, de pouvoir connecter toutes les dimensions en même temps. Quand on communique avec les facettes dimensionnelles, certaines n'ont pas conscience qu'elles existent dans d'autres dimensions. Certaines facettes dimensionnelles ont conscience qu'elles existent dans d'autres dimensions, elles connaissent d'autres facettes dimensionnelles, mais elles n'ont pas accès à tout. Le seul endroit où on peut avoir accès à toutes les facettes dimensionnelles, c'est-à-dire à toutes les feuilles de l'arbre, c'est dans ces corps-ci. Ces corps sont le joyau de l'univers. Je ne vais pas dire que l'univers a été créé pour que ces corps puissent exister et que je suis puisse se manifester en totalité dans ces corps, mais quasiment. Donc ce qui fait qu'en chaque instant, toutes tes facettes d'âme, ou toutes les facettes d'âme des personnes, existent en simultané. Ce qui fait que toutes les difficultés de vie que l'on a, ce sont des échos de ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Et ici, dans cette vie-ci, on a la possibilité de résoudre tous les karmas de toutes les vies. Le fait c'est que parfois, il y a des karmas qui sont tellement spécifiques que pour pouvoir comprendre dans cette vie-ci qu'est-ce que ça signifie ce qu'on est en train de vivre, et pour pouvoir le transcender, c'est quasiment impossible. C'était mon cas, j'avais une problématique, je me sentais pas bien, et je tournais en rond, et je ne trouvais pas. Jusqu'au moment où j'ai revécu l'une des vies de ce que je suis, et la problématique qui était présente, et j'ai compris ce que c'était, j'ai résolu la problématique, et j'ai pu passer à autre chose. La plupart des personnes qui viennent me voir, elles ont généralement fait le tour des thérapeutes et des médecins, en disant voilà, j'ai quelque chose, mais personne ne trouve ce que c'est. Et ben, en général, quand on arrive et qu'on ouvre les tiroirs des facettes d'âme, et ben là, les solutions, elles apparaissent. Et dans tous les cas, ça se fait, pour ma part, assez facilement en séance, parce que je laisse ce que je suis agir, et je demande au je suis de la personne d'agir pour présenter les facettes d'âme. Donc en séance, je demande que cela soit fait, et je suis de la personne, me présente toutes les informations. En gros, il me sort tous les dossiers, il me les ouvre, et j'ai juste à expliquer à la personne qu'est-ce qu'il faut faire. C'est assez simple. D'accord, donc il s'agit... C'est un outil de recours quand on n'arrive pas à faire autrement. D'accord. Et dans ce que tu dis que la personne doit faire, est-ce qu'on peut appeler ça des rituels ou c'est des attitudes Non, c'est extrêmement simple. C'est que toute parcelle d'âme, donc une parcelle d'âme, c'est par exemple toi dans telle vie. Ou une parcelle d'âme, c'est par exemple ce que je suis au moment de l'accident de voiture. C'est-à-dire que en fait, notre âme, elle existe par moment. Donc en fait, ici, j'ai une parcelle d'âme qui vit quelque chose dans cette maison-là. D'accord ? Et je peux faire réappel à cette parcelle d'âme-là. Et cette parcelle d'âme-là, en fait, elle va me donner l'information de tout ce que j'ai vécu en présence de Laurent Fenn. C'est des parcelles d'âme. Donc une personne qui a été violentée, qui a été violée ou quelque chose comme ça, elle va avoir une parcelle d'âme qui correspond au moment où elle a été abusée. Et donc à ce moment-là, la personne en général, elle se sent mal, elle perd la foi dans le divin, et elle se décentre. Elle s'obscurcit, elle n'est plus reliée au divin. Et là, elle se bloque, elle se cristallise, et elle vit perpétuellement dans sa souffrance. Et ça reste tout le temps. Dans cet espace-temps, quoi. Tout le temps. Voilà, c'est que ça. Comme si elle était bloquée dans un espace-temps. Merci pour la précision. Donc là, on va rappeler toutes les parties bloquées, entre guillemets, dans des espaces-temps, et j'invite la personne à donner de l'amour à ces parcelles d'âme, et voire même avec les informations qui sont données, à expliquer à la parcelle d'âme qu'est-ce qu'elle a vécu, pourquoi elle l'a vécu, et en quoi elle doit pardonner son bourreau. Et rien que par les rituels de pardon, les parcelles d'âme se libèrent, les pardons sont faits. Ho'oponopono. Exactement. C'est le principe de l'Ho'oponopono, c'est pour ça que c'est aussi efficace, mais c'est les rituels de pardon. Et des rituels de pardon, dans la façon dont j'utilise, qui est beaucoup plus détaillé que ce que fait l'Ho'oponopono, parce que l'Ho'oponopono, ça le fait pour des choses bien particulières. Ici, c'est de l'Ho'opono, entre guillemets, dans les dimensions, parce qu'on doit le faire parfois sur plusieurs dimensions en même temps. Et la personne, en fait, elle va se guérir. Tous les aspects, entre guillemets, d'ombre qui sont associés à sa parcelle d'âme se libèrent, et elle refusionne avec elle-même.
Et donc là, tout ce qui a été perdu est retrouvé. Donc dès que quelqu'un a eu un traumatisme de peur, par exemple, est mort noyé et ne peut plus aller se baigner parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'eau, la parcelle d'âme réagit, parce que tout est vécu simultanément. Une fois qu'on guérit en séance la parcelle d'âme, il n'y a plus le problème. J'avais le cas d'une personne comme ça qui avait une peur bleue, et après la séance, il revient en rigolant, il dit tu sais quoi, ça fait 15 ans que j'essaie de régler ça, et là, depuis ce temps-là, il n'y a plus rien. Mais ça, je l'ai vécu, on me l'a fait vivre ce processus-là, je sais que ça fonctionne, je le fais faire pour d'autres, ça fonctionne. Et même des personnes, je dis, l'approche est un peu spéciale, on me l'a fait faire, mais ça fonctionne. Et les personnes reviennent en disant, oui, c'est spécial, mais ça marche. D'accord, donc c'est une belle occasion de voyager, j'allais dire, en conscience. Quand tu parles de faire ce pardon à différentes parts de nous-mêmes qui sont emprisonnées dans ces espaces-temps, est-ce qu'il s'agit... Qu'elles se pardonnent et qu'elles pardonnent ceux qui les ont blessés. Quand elles ont fait des erreurs, elles se pardonnent et elles demandent pardon. Et où elles pardonnent, oui. Est-ce qu'il s'agit pour elles, j'entends quand elles sont en face de toi, si elles sont en face de toi, de les mettre en transe, allongées, absolument les yeux fermés, enfin... Absolument pas. Là, ça me fait penser à Dolores Cannon. C'est exactement la même façon de procéder, sauf que l'état de conscience, il est vécu par ce que je suis, par ce corps, et ce corps émet la vibration et fait rentrer directement la personne dans la vibration. C'est-à-dire qu'il y a un champ de fréquence qui apparaît, et en quelque sorte, on me donne accès à l'information, et les personnes en conscience rentrent dans leur mémoire. Mais en quelque sorte, je me retrouve le guide dans la mémoire. D'accord, ok. C'est-à-dire que je vis les choses, c'est-à-dire que je me retrouve des moments quand ça se passe dans une dimension ou une vie, c'est comme si j'étais debout au moment où ça s'est passé, dans le lieu où la dimension où ça s'est passé, et je peux communiquer avec la parcelle d'âme, je peux décrire ce qui se passe, et j'explique à la personne comment faire, et comme c'est elle, elle applique à elle-même, depuis ici, ce qui est nécessaire. Donc en gros, voilà, c'est travailler dans les dimensions. Est-ce qu'il s'agit pour toi alors, je ne sais pas comment l'exprimer, on va dire ça comme ça. Est-ce que quand quelqu'un vient te voir, alors déjà, est-ce que tu fais des consultations, je sais pas, par Skype, par téléphone, ou on est obligé de venir se déplacer? C'est à domicile ou par Skype. Ah, Skype, quand même. Ça T'as fonctionne besoin de très voir. Ouais, ok. Non, mais ça donne un peu plus de. Ouais. C'est un peu plus de contact. Je comprends. D'accord. Une séance dure en moyenne combien de temps? Alors, pour les personnes qui n'ont pas fait de travail de développement personnel ou de travail énergétique avant, en général, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Une fois que les personnes ont déjà commencé à cheminer, la durée moyenne des séances, c'est 2h15. 2h15? 2h15. 2h15. Combien de temps il faut pour forger une lame? Il faut le temps de la chauffer, il faut le temps de la marteler, il faut le temps de... Donc, il y a besoin de 2h15 pour que le temps que la personne elle se mette en condition et que les mémoires s'ouvrent. Ce qui se passe, c'est que en général, alors je vais donner une image, un jour pour l'âme, c'est une vie pour l'homme. D'accord ? Parfois, il y a des histoires d'âme, des karmas qui se passent sur 1 semaine d'âme. C'est-à-dire que parfois, on va devoir traiter 5, 6, 7 vies d'affilée qui sont tous en connexion les unes avec les autres. Et parfois, les vies, il y a plusieurs vies, il y a 2-3 vies qui vont se faire dans cette dimension-ci, après des vies dans d'autres dimensions. Mais comme la problématique, elle vient d'une parcelle d'âme, qui est en général une parcelle d'âme qui est plus ancienne que toutes les autres, on guérit au fur et à mesure et on remonte pour retourner jusqu'à la source. Et donc parfois, on va faire une séance qui dure 2h15, et 2h15 c'est pour guérir cette parcelle d'âme de l'homme. Il a fallu guérir 4, 5, 6, 8, 10 vies antérieures pour arriver jusqu'à elle. Et donc ça prend du temps. Oui, je veux bien le croire. C'est le temps de rentrer en profondeur dans ce qu'est la personne. Ça me paraît légitime. Pour ce qui est des tarifs, je renvoie les internautes directement à contacter Stéphane et il vous expliquera tout ça. Est-ce que tu demandes à la personne qui vient te voir, est-ce qu'elle est obligée d'avoir une demande? Ou est-ce que ça peut être, voilà, viens vous voir, je ne sais pas pourquoi, viens vous voir? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ok. Non, il n'y a pas besoin qu'il y ait une demande, il n'y a pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Dès que la personne apparaît, je demande à ce que ça s'enclenche et directement, en clairvoyance, on me donne toutes les indications. Et en général, j'ai une personne qui est venue il n'y a pas longtemps, elle me dit « je viens vous voir, une amie m'a parlé de vous, m'a dit que c'était bien, mais moi j'ai jamais fait ça ». Je lui explique. Et ce qui se passe, c'est que comme la personne, au bout de quelques minutes, elle se synchronise avec sa parcelle d'âme, elle revit comme si elle revivait cette vie-là. Et donc c'est complètement concret pour elle.
C'est absolument concret. Il y a même des personnes qui disent bah oui, je me souviens de ça, et j'ai alors la parcelle d'âme à ma main. Là, je me sens comme ça. Ah, il y a eu ça. Et les personnes m'expliquent ce qui se passe. Et donc là, une fois que ça s'enclenche. Sans qu'elle soit en transe, comme ça, spontanément. Oui, c'est vraiment au niveau vibratoire. C'est comme une fréquence pour la télévision, pour la radio. C'est juste à un moment, je demande quelle est la fréquence, quelle est la parcelle d'âme qui correspond à ça, j'obtiens cette fréquence-là, ce que je suis, aimer la fréquence et faire rentrer la personne dedans et elle s'y retrouve. Est-ce que lorsque la personne vient te voir, ou peut-être même par Skype, tu parlais des auras, donc j'imagine que finalement c'est quelque chose que tu ouvres ou que tu fermes en fonction des événements, à moins que tu aies cette fréquence ou que tu te penches sur cette fréquence des auras continuellement. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que le fait d'être empathique, c'est un sens qui est naturel. C'est comme le fait de voir ou d'entendre. Donc ça, c'est actif tout le temps. Tout le temps. C'est actif tout le temps. Je vais demander à percevoir des indications dans l'aura, c'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un et que je demande à percevoir les parcelles d'âme, elles vont apparaître autour de la personne. En général, ça crée des boules sombres. Donc j'arrive à savoir où est-ce qu'elle est dans l'aura, et je vais indiquer à la personne où est-ce que c'est dans l'aura. Donc quand il y a une parcelle d'âme qui est par exemple, là j'imagine, qui est ici, je leur dis, voilà, à peu près 1 mètre à gauche de votre tête, il y a une de vos parcelles d'âme, vous allez lui envoyer de l'amour. Et en plus, la personne, ça lui permet de focaliser son attention directement sur où se trouve la parcelle d'âme décentrée dans son champ d'énergie. Donc là, je demande à percevoir ces choses-là. Mais sinon, la plupart du temps, non, moi j'envoie, mais je me pars, ce serait trop perturbant. Justement, dans ce sens-là, comment tu fais pour évoluer dans ta vie si tu as accès à toutes ces informations? Si je te pose cette question, c'est que je ne compte pas le nombre de fois où j'ai pu entendre « Ah, je suis trop sensible, toute la misère du monde, la souffrance du monde, je ne sais pas comment on fait. » Voilà, dans cette sensibilité ou cette identification, je ne sais, enfin, libre à toi de mettre... Mais il y a beaucoup de personnes apparemment qui sont dans cet état d'être. Alors pour ma part, j'ai demandé à percevoir que ce qui est utile. J'ai demandé... Tu poses des intentions. J'ai posé l'intention, voilà. Ce que je dois percevoir, je le perçois. Je ne veux pas percevoir plus. De toute façon, ce serait intrusif. Voilà, le principe de comprendre comment ça fonctionne, c'est de ne plus créer de karma. Donc je suis au service, je ne fais que ce que j'ai à faire, point. Quand on a des sensibilités comme ça vient interroger. Ça vient interroger peut-être sur des dispositions. Peut-être que la personne elle a ce profil empathique et que si elle le développe, elle sera amenée à être thérapeute dans 5-10 ans. Parce qu'il faut être clair, hein, pour devenir thérapeute en moins de 10 ans, c'est pas possible. Voilà, en général, c'est 10 ans. Peut-être qu'elle a ce profil-là. Peut-être que c'est une information qu'elle a perdu son ancrage. Et donc sa conscience est trop focalisée dans les champs d'énergie, elle perçoit tout dans les champs d'énergie parce qu'elle ne veut plus percevoir ce qui se passe dans le physique. Donc elle se retrouve embêtée autrement. Il y a plein de possibilités. Et généralement, les personnes qui vivent ça, c'est qu'elles commencent à monter au niveau vibratoire et qu'elles commencent à percevoir la réalité au niveau d'autres dimensions. Donc c'est quand elles ont commencé le processus et comme de toute façon elles vont commencer à ne pas se sentir bien, elles vont dans la démarche de développement personnel et voilà, après ça va les faire avancer. J'aimerais avoir ton point de vue, Stéphane, car dans le domaine spirituel, de développement personnel, bon nombre de personnes, alors je dis bon nombre, c'est subjectif, c'est vraiment à travers ma fenêtre et peut-être pour donner de la nourriture ou du grain à moudre, sont dans cette idée de voilà, d'être peace, d'être love, d'être l'amour, voilà. Alors vivre dans un monde de bisounours, finalement, je dirais qu'il y a deux camps qui se dessinent un peu, soit ceux qui sont très en colère contre le monde entier, et puis les autres, non, faut être peace, il n'y a pas de problème, j'aime tout le monde, finalement je suis tout le monde, voilà. Donc comme si il devait y avoir l'un ou l'autre. On retrouve encore une fois cette notion de bien, de mal. Quel est ton regard là-dessus? Que c'est caractéristique de la conscience de la personnalité égo et caractéristique de la conscience de dualité. C'est-à-dire que cette conscience de dualité, c'est soit de blanc, c'est soit de noir. C'est le meuble, il va passer par l'encadrement de la porte ou il ne va pas passer par l'encadrement de la porte. C'est l'incapacité à concevoir le fait qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière et pas de lumière sans ombre. L'incapacité à comprendre que
pour pouvoir créer depuis le néant, il fallait créer du positif et qu'il fallait créer du négatif. L'incapacité à comprendre qu'on a tous du sombre en nous et qu'on n'a pas à se juger pour ça et qu'on n'a pas à juger les autres pour ça et qu'on a tous des aspects lumineux en nous. Ceux qui sont en colère vis-à-vis des autres, ils sont en colère vis-à-vis d'eux-mêmes, ils ont besoin de guérir cela. Ceux qui vont aller dans l'amour, ils sont dans la négation de leur ombre et donc ils vont se réfugier dans le peace and love, le tout va bien et ainsi de suite. La clé, c'est vraiment de comprendre que c'est le processus alchimique, l'or se crée à partir du plomb. Et que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on vient ici pour se créer du plomb. On vient ici pour tout apprendre par l'absurde. Ouais. Il ne faut pas se leurrer. Toutes les pires choses, les âmes les ont expérimentées. J'ai ces mémoires-là, ce que je suis à expérimenter toutes les pires choses. Je les ai fait subir, je les ai subies. Pourquoi ? Parce que que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'est impossible de juger l'autre quand on l'a fait soi-même. Donc en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur sans avenir ». C'est-à-dire qu'une âme, elle est là pour tout expérimenter. Ce que je suis n'a pas toujours été sur Terre. Avant, ce que je suis était sur un système qui était beaucoup plus évolué. Et quand je suis venu ici, pour apprendre dans le système solaire, j'ai demandé mais pourquoi je suis venu ici, pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi toutes ces horreurs, je les ai vécues, je les ai subies, je les ai fait subir. On m'a dit parce que de là d'où tu viens, ça n'existe pas, et ça te permettait de comprendre qu'est-ce que c'était, pourquoi les personnes le vivaient, et surtout, une fois que tu l'as vécu, tu ne peux plus juger personne. Et donc là, de se rendre compte que l'amour inconditionnel, il vient de ça. Il vient du fait d'avoir fait subir et d'avoir subi, d'avoir vécu ces plombs profondément. Et quand on dit ces plombs, non, je ne permettrai plus qu'on me fasse cela, non, je ne le ferai plus, le plomb se transforme en or. Donc il s'agit aussi de pouvoir, à un moment donné, dans le monde tel qu'il est actuellement, de savoir dire non, de savoir dire stop, et peut-être de savoir mettre des beignes si c'est nécessaire. Alors, mettre des beignes si c'est nécessaire, je ne sais pas. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était le oui qui était le plus important. Le oui. Le oui. Dire le oui. Dire oui. Oui, dire oui. Dire oui. C'est-à-dire que oui. Le profil de dire aimer, c'est savoir dire non, c'est quand je m'aime, je vais dire non à ce qui va à l'encontre de ce que je suis. S'en prendre à l'autre, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Les chevaliers, les temps anciens, ils étaient là pour protéger, ils prenaient les armes pour se défendre, ils prenaient pas les armes pour attaquer. Donc a priori, je vois plutôt cette posture de chevalier où quand on va m'agresser, je vais faire tout mon possible pour neutraliser la personne, pas lui faire du mal. Et là, je ne sais pas si tu estimes que la Terre est agressée par la pollution ou d'autres choses, hein, notre manque de conscience, notre inconscient. Donc là, faut bien comprendre que la conscience au niveau de la Terre, c'est pas la conscience de l'être humain. Quand la jambe est piquée par le moustique, on va gratter la piqûre du moustique. La Terre fait ça. La Terre veut pas de mal aux humains. Juste quand elle est malmenée, elle va essayer de se rétablir comme elle peut. Donc il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des choses comme ça. Bon nombre de personnes aussi sur une voie de connaissance de soi ou thérapeutique sont dans le souhait de savoir leur mission de vie. Il y a comme un manque ou un vide de se dire mon Dieu, je suis ici pour quelque chose, il y a mon âme, mon esprit, je suis là pourquoi, j'en sais rien, et cette soif ou cette quête de trouver entre guillemets sa place. Comment tu vois cette idée de devoir trouver entre guillemets sa place et sur la notion de mission de vie? Donc, à mon sens, chacun aspire à être ce qu'il est réellement. L'aspect de mission de vie, c'est une projection de la personnalité égo qui va se faire une image d'elle-même au travers de ce que sera la mission de vie. C'est je suis qui manifeste la mission. Ce qu'on a à faire n'est pas important en soi. Chacun a juste à faire ce qu'il a à faire et dire ce qu'il a à dire.
On n'a pas forcément à savoir plus que ça ce qu'on doit faire. L'important, ce que tout le monde recherche, c'est de pouvoir s'aimer, de pouvoir être heureux. Pour pouvoir s'aimer et être heureux, c'est de pouvoir s'accepter, et pour s'accepter, c'est nécessaire de se pardonner. En réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Le fait est, c'est que les jugements et les comparaisons, donc là en langue des oiseaux c'est intéressant, jugement, le jugement, comparaison, le con n'a pas raison. Donc c'est de dire que voilà, dès qu'on est dans ces processus-là, on ne peut pas se libérer. Ce que j'appelle conscience lumineuse, la conscience d'éveil, elle est en conscience de non-dualité, elle n'est pas dans le jugement, elle n'est pas dans ces aspects de comparaison. Donc là c'est un message important, dès que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous faites du mal. Il y a un moment, c'est cesser de croire que votre valeur, elle est en lien avec certaines de vos caractéristiques. Qui a le plus de valeur, celui qui a les yeux bleus, celui qui a les yeux marrons, qui a le plus de valeur, celui qui a ci et ça. Et donc là, on se rend compte que finalement, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Et donc on ne peut pas comparer une personne à une autre. On peut comparer telle ou telle caractéristique. Et c'est là que l'humilité, elle intervient. C'est qu'il arrive à un moment, c'est de savoir reconnaître quand on est moins avancé qu'une personne dans un domaine, et de savoir reconnaître quand une personne est plus avancée dans un autre domaine. Moi, si j'ai un maçon en face de moi, je lui dis bravo, monter un mur, je ne sais pas monter un mur. Par contre, si tu veux de l'aide au niveau de tes émotions, je pense que je suis un peu plus compétent que le maçon. Tu vois, c'est ça. En fait, je ne suis pas meilleur que le maçon. Juste ce que je suis, on est là dans l'étape de développement. A priori, dans les premières vies, on a besoin de s'incarner. On descend dans la matière, donc on va avoir des métiers qui sont très manuels. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va aller de plus en plus vers des métiers qui sont intellectuels, et ensuite vers des métiers qui sont artistiques, et finalement on va vers des métiers qui sont, on va dire, plus énergétiques, spirituels. Et ça, c'est un développement normal. C'est tout est normal dans ce sens-là, alors. Oui, non, mais c'est en fait j'entends tout est très bien fait. C'est juste d'accepter ce qu'on est, et que je vais prendre mon cas très simple. Quand je me pose la question comment j'ai fait pour en arriver où j'en suis, je me suis tourné vers les grandes âmes. Et quand je regardais les grandes âmes, je me sentais tout petit. Le maître de la lignée d'Yoga à laquelle j'appartiens, lui, il disait « Je suis la poussière sous le tapis ». L'un des plus grands maîtres qu'a porté cette terre disait « Je suis la poussière sous le tapis ». Pourquoi il disait ça? Parce qu'il se tournait vers les âmes encore plus grandes que lui, il se rendait compte qu'il n'était rien du tout. Mais ça, c'est juste de l'humilité de dire « J'en suis où j'en suis ». C'est-à-dire que si vous voulez trouver des personnes qui sont plus petites que vous, des personnes où vous voudrez vous sentir meilleure, plus grande, vous en trouverez toujours. Mais si vous levez la tête, vous allez vous rendre compte que des personnes plus vertueuses que vous, plus compétentes, il y en a plein aussi. Donc tant que vous êtes dans ces comparaisons, vous allez être dans des complexes de supériorité pour compenser des complexes d'infériorité. Donc ça, c'est en lien avec les systèmes hiérarchiques. La conscience holarchique, c'est la conscience selon laquelle chacun est à sa place. C'est-à-dire que ce que tu me parlais tout à l'heure, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur au niveau du groupe de personnes dont tu me parlais. Ça, c'est juste de dire que le plus compétent, c'est lui qui va faire ça. C'est-à-dire que si on a une bande d'amis qui va faire la cuisine, le meilleur cuisinier, c'est tout. et qui va soulever, et qui va casser le mur de briques, c'est peut-être celui qui a les plus gros bras. Mais voilà, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Voilà. Et c'est juste d'accepter que chacun a ses compétences, il est là où il en est, et que pour ceux qui veulent développer la conscience de ce qu'ils sont, c'est juste de faire jour après jour ce qu'ils ont à faire, parce que si on ne commence pas, on ne peut arriver à rien. Souvent, je donne l'image de vider une baignoire à la petite cuillère. Si vous ne commencez pas, vous n'y arriverez jamais. Donc dans cette vie-ci, qu'est-ce qui a été fait par Stéphane? C'est de dire, je ne sais pas si l'éveil sera vécu dans cette vie-ci ou dans 10 vies. Tout ce que je sais, c'est que c'est une évidence, que c'est ce qui a été réalisé, et donc je vais pratiquer, je vais faire ce que j'ai à faire jusqu'à ce que ça se produise. Et finalement, ça s'est produit plus vite que je ne pensais. Et bien embêté, comme j'avais expliqué dans ton mail, parce que pour le coup, je pensais pas. Et qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais ça? Oui, parce que maintenant, un peu comme Eckhart Tolle, il racontait qu'il restait 2 ans. Il est resté 2 ans comme ça, à dire mais qu'est-ce que je fais? Ou une autre personne que tu me citais tout à l'heure. Oui, il faut parfois 1, 2, 3 ans avant de bien se sentir dans cette nouvelle configuration et de pouvoir accompagner les autres. Et c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Et quand on a vécu l'éveil, aider quelqu'un à s'éveiller, c'est vraiment pas simple. Et donc ça nécessite vraiment de bien expliquer comment ça fonctionne, que les personnes soient vraiment de bonne volonté
et qu'on avance ensemble. Parce qu'il y a tellement de résistance au niveau de la personnalité égo, au niveau des forces involutives qui sont présentes au niveau de la personnalité égo. C'est les forces qui nous ont coupé de l'esprit pour nous mettre dans la matière. Elles ne veulent que cela. Donc quand on vient pour se libérer, elles ne veulent pas lâcher parce qu'elles ont acquis un certain pouvoir sur la personne via la personnalité égo, parce qu'elles sont associées via les égrégores à leur conception, à leur peur et ainsi de suite. Donc toutes les énergies qui se nourrissent des peurs de la personne, quoi, il va s'éveiller, il va plus avoir peur, ben j'aurais pu mon énergie, je pourrais plus puiser de l'énergie sur lui. Et donc là c'est vraiment, parfois c'est vraiment, je vais mettre un terme féroce, mais presque, hein. Il y a des personnes qui vont se mettre en colère, elles vont être persuadées de ça, elles vont commencer à avoir leur conscience qui se modifie, elles ne sont plus objectives, elles partent dans l'émotion, et là c'est vraiment compliqué d'aider ces personnes-là. Et systématiquement ça va se produire. Parce que dès qu'on va commencer à aider la personne à aller vers ce qu'elle est, forcément à un moment elle va toucher une de ses blessures. Et si elle n'arrive pas à accepter cela, eh ben, elle va réagir par l'agressivité. Mais c'est pas grave qu'elle le fasse. Au moins elle va le toucher. Et de toute façon, comme c'est un contrat qui est passé entre celui qui se laisse accompagner et l'accompagnant, de dire voilà, faut pas t'inquiéter, à des moments ça sera peut-être pas simple, mais ça fait partie du processus. Parce qu'au moins quand tu vas te mettre en colère, tu vas, comme certains diront, tu vas cracher ta passivalda, tu vas lâcher ce que tu as sur le cœur, ça va peut-être faire du bruit, mais au moins derrière, tu auras conscientisé, au moins tu l'auras dit, et derrière, tu auras peut-être plus de facilité à pardonner ou à demander pardon. Tu proposes aussi des séances de méditation ? Oui, donc ça c'est sur l'île, c'est tous les lundis. Je propose un protocole de yoga. On peut appeler ça de l'Agni Yoga, yoga du feu. Donc je vais expliquer les différents types de yoga. Le premier yoga qui a été donné, c'est le Hatha Yoga. C'était à l'époque où l'humanité elle avait besoin de descendre dans le corps, de vraiment prendre la maîtrise du corps. Donc c'est un yoga qui est très postural. C'est un yoga qui permettait à l'époque d'atteindre la 3e initiation. Ensuite, l'humanité a progressé et il était possible d'atteindre la 4e initiation. Ce qui permet d'atteindre la 4e initiation, c'est le Bhakti Yoga. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des types de yoga pour certains types initiatiques. Donc ce qui fait que pour atteindre la libération, il y a un moment, il y a vraiment un aspect de dévotion qui doit se faire. C'est-à-dire on s'offre à je suis, on ne fait que répéter intérieurement je m'offre à je suis, ce corps appartient à je suis, je m'aime, je suis. Voilà, des phrases de ce type-là. Et donc c'est vraiment cet aspect dévotionnel Bhakti Yoga. Ensuite, il y a un autre yoga qui a été donné. Donc ça, c'est ce qui est présent, c'est ce qui est décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali, donc le texte de référence du yoga, où le Raja Yoga, qui est le yoga royal, le yoga mental. Il est dit royal parce que chaque yoga intègre le yoga précédent. C'est-à-dire que le Bhakti Yoga, il intègre le Hatha Yoga. Le Raja Yoga, il intègre le Bhakti Yoga et le Hatha Yoga. Et là, à l'époque actuelle, donc là, le Raja Yoga qui est un yoga mental, ici à l'époque actuelle, c'est le dernier yoga qui intègre tous les yogas, qui permet d'atteindre la réalisation, de réaliser l'état de maître, qui s'appelle l'Agni Yoga, le yoga du feu. Donc c'est un protocole qui a été reçu progressivement au fil des années, c'est-à-dire qu'un jour, je travaillais dans une salle où je recevais, et la personne qui me loue la salle me dit, ben voilà, j'ai 2 personnes, elles voudraient méditer, je leur ai dit de t'appeler parce que je sais que tu médites. Ben, elles sont venues et j'ai commencé à faire des méditations comme ça, c'était il y a 5-6 ans. Et au fur et à mesure, moi je ne savais pas ce qu'il fallait faire, donc je ne vais pas dire que j'ai inventé un protocole, mais il est venu naturellement. Et en fait, il y a un yoga qui m'a été donné. On peut appeler ça Agni Yoga, Kriya Agni Yoga, vu que j'ai une base de Kriya Yoga. Donc il y a des éléments de tonie en termes de postural, des aspects de Kriya Yoga aussi en termes de postural, et tout le reste, les aspects de respiration, d'utilisation du feu sacré, d'action sur les champs d'énergie, d'offrande à je suis, ça fait partie du protocole qui a été donné. Et c'est un protocole qui se fait sur 1h30. Donc là aussi, pour ceux et celles qui sont dans la région de Lille et qui souhaitent en savoir plus, de contacter Stéphane. Est-ce que tu proposes aussi des satsangs ? Qu'est-ce que tu entends par satsang ? C'est des réunions où on te pose des questions. Il y a des groupes de personnes qui peuvent te poser des questions, où tu réponds aux questions. Donc ça, c'est prévu pour les mois à venir. C'est vrai que avec le groupe que j'ai sur l'île, là, ça a été évoqué d'organiser ça dans les mois qui viennent. Et suite à la vidéo, que ce soit dans le Nord ou en France, en pays de langue francophone, si je suis sollicité, j'accepte de venir, s'il y a un certain nombre de personnes, pour ces formes de satsang. Pour donner des explications en questions-réponses un peu comme on fait ici,
et aussi pour permettre aux personnes d'expérimenter la conscience d'éveil. La conscience d'éveil. Je me suis rendu compte que quand je regarde une personne consentante dans les yeux pendant un certain temps, ou que je lui tiens les mains, au bout d'un moment, elle va se retrouver en conscience d'éveil, elle va pouvoir vivre cette conscience d'éveil. Il y a des personnes qui sont dans mon entourage qui sont aidées de cette façon-là, parce qu'à des moments, elles sont aux prises avec la conscience de dualité, mais comment faire pour se libérer quand on ne sait pas à quoi correspond la libération? Eh bien, c'est une façon de faire. J'ai pu vivre cela grâce à une personne éveillée qui me faisait rentrer dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il tenait mon corps et au bout d'un moment, il me faisait rentrer dans son état. Et je vivais la conscience d'éveil avec lui. Bon, en général, ça durait que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. C'est un peu comme un darshan avec Ama Omer Mira. Au bout d'un moment, ça passe. Mais au moins la personne elle a pu vivre cela. C'est pour ça que c'est quasiment impossible d'atteindre la libération si à un moment on n'a pas rencontré un maître. Parce que comment accéder à ce qui est inaccessible depuis la personnalité ego? Comment concevoir ce qui est inconcevable? C'est pour ça que le maître Jésus a dit « Je suis le chemin et la vie ». Parce que sans un maître, ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans les temps anciens, il y a des avatars qui sont venus, des personnalités divines, donc le divin incarné. Donc on a entendu parler de Shiva, Krishna, voilà. Ces êtres qui sont venus pour donner les enseignements. Tout comme le maître Jésus qui était un avatar, qui était une manifestation du divin, qui est venu pour enseigner. Et une fois que les avatars viennent, il y a des personnes qui reçoivent l'éveil, qui deviennent ce qu'on appelle des maîtres, et ensuite les maîtres peuvent voilà, ils ont reçu la révélation, et ils peuvent transmettre la révélation à leur tour. Qu'est-ce que tu penses des temps à venir au regard de ce qui se passe d'une manière géopolitique? Alors, géopolitique, je répondrai après. Je vais rester sur ces aspects de révélation du soi, réalisation du soi. A priori, on est dans une époque où ça ne va plus du tout être comme du temps de l'ère des poissons, où il y avait nécessité de transcender le sentiment de culpabilité, où il était nécessaire de pouvoir développer l'abnégation pour être dans le service à l'autre, donc cette notion de sacrifice qui a d'ailleurs été mal compris. Ici, on est dans une époque, avec l'ère des Verseaux, où notamment l'éveil ne va plus vivre de façon isolée. C'est vrai que dans le temps, il y avait un maître, qui avait un ou deux disciples, et en fait, voilà, il vivait l'éveil, il prenait d'autres disciples, et ainsi de suite. Ou les sadhus qui vont passer plusieurs années dans la montagne ou dans la forêt pour vivre. A priori, on est une époque où ça a pu se faire comme ça. L'éveil va se vivre en groupe. C'est-à-dire qu'on va être dans des consciences de groupe et des éveils de groupe. Ça, c'est la première. Ça, c'est vraiment très important de comprendre qu'on change de dynamique, que dresser seul dans son coin, ce n'est plus suffisant, et qu'on a vraiment besoin d'avancer ensemble pour créer une nouvelle conscience collective. Et la nouvelle conscience collective, elle va devoir se faire par des consciences de groupe. Ce qui fait que dans les temps à venir, ici, on est en train de vivre la matérialité à outrance, on est en train de vivre les forces involutives matérialistes à outrance. On voit que le crime, en France, il n'est quasiment plus puni. Quand on voit les peines pour certains sévices, abus sexuels, quand on voit que la corruption politicienne est banalisée, quand on voit que les droits de l'homme ne sont pas respectés même en France, quand on voit que les conventions internationales d'ingérence dans les pays ne sont... Voilà, on est vrai, le capitalisme, où maintenant on fait même la promotion, je voyais aux États-Unis une émission, la promotion en disant finalement pourquoi s'embêter à se marier, si je paye une coy girl, au moins elle ne me prendra pas d'argent pendant mon divorce. Ça, c'est la mentalité américaine, mais on voit que c'est poussé à l'extrême, c'est complètement aberrant. Et donc là, on va arriver dans un monde où d'un côté, il y a ceux qui vont continuer à mettre les pieds dans le monde matérialiste, et ceux qui vont commencer à développer une conscience de bien-être. Donc on a parlé d'un mouvement culturel qui s'appelle les créatifs culturels, qui représentent environ 20% de la population, des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à leur santé, au bien-être du corps, au respect de l'environnement. Et bien souvent, quand on commence à s'aimer, à se respecter au niveau du corps, on commence à se respecter au niveau de ses émotions, on commence à vivre autrement, à ne plus accepter de vivre certaines contraintes de travail. Elles vont pouvoir cohabiter, ces deux... Absolument pas. Il va y avoir vraiment un fossé qui va se créer, a priori, hein, de la conscience que j'en ai, de ce qu'on m'a dit, qui va se créer de plus en plus, parce que ce sont les conceptions qui vont entraîner des créations. Donc ceux qui sont dans des conceptions de guerre, dans des conceptions d'exclusion,
des conceptions de toute façon, c'est chacun pour soi. Ils vont vivre leurs choses dans leur coin. Généralement, c'est plutôt des personnes qui vont continuer de vivre en ville, parce que la ville, c'est la manifestation de ce mode de pensée capitaliste, matérialiste. Et on va avoir des personnes qui vont aller de plus en plus de retour vers la nature. On voit des ingénieurs qui plaquent tout, qui vont acheter une ferme et qui vont... Voilà, c'est ces deux mondes-là qui vont se développer en parallèle. Et je parlais du bien-être du corps, après il y a le développement personnel, il y a la spiritualité, et après les personnes commencent à avoir les ouvertures et les aspects d'éveil. C'est vraiment ces deux aspects-là qui vont... Mais ça va être à l'image des deux grandes forces d'ombre et de lumière qui vont se mettre à grandir. Là, on est vraiment à l'époque, à la fin des temps, la révélation, où ces aspects sont poussés à l'extrême et où la conscience va s'ouvrir et on va de nouveau chacun va pouvoir de nouveau se souvenir de ce qu'il est en tant qu'âme. Les secrets anciens vont pouvoir être révélés parce que les personnes vont, comme c'est mon cas, il y a beaucoup de choses concernant l'histoire de l'humanité dont je me souviens par rapport à mes parcelles d'âme. C'est de la première main, c'est pas ce que j'ai lu, c'est pas ce qu'un tolérait. Voilà, j'y étais et je m'en souviens. Et ça va se faire de plus en plus. Et là, on va réexpliquer comment l'humanité a été créée. On va réexpliquer quelles ont été les dérives, pourquoi on a dérivé, pourquoi prendre quoi. On en est vraiment là. Mais là on est à l'époque où c'est les extrêmes qui s'amplifient parce qu'il y a un choix à faire. Vous voulez continuer de vous faire du mal en allant à fond dans le fait où vous créez du plomb, où vous avez compris que c'est pas ça qu'il faut faire, qu'il faut à un moment dire non à tout cela pour pouvoir aller vers l'or. Ben voilà, pour pouvoir vous créer de l'or. Et notamment, c'est tous ceux qui ont acquis du pouvoir par leur personnalité sur la Terre depuis des âges. Voilà, donc on parle de l'oligarchie. Eux, ils font ça depuis des millénaires. Donc là, ils arrivent en bout de course. Ils ont profité de ce système pendant des millénaires. Ce système arrive à bout de course. Quand est-ce que vous allez de nouveau retourner au service de l'unité, parce que c'est ça l'enjeu. Ici, on a eu une période où on est descendu et de plus en plus on a perdu la conscience de l'un, et ici on a une période, un nouvel âge d'or, où de plus en plus on va revenir à la conscience de l'un. Tous ceux qui vont faire demi-tour, plus les personnes vont faire demi-tour le plus rapidement possible, mieux ça va se passer pour elles. C'est un petit peu comme quand on court dans la mauvaise direction, plus vite on se retourne, mieux ça se passe, surtout quand on est en train d'avancer sur un pont qui est en train de s'écrouler, parce que là c'est le cas, le pont est en train de s'écrouler, certains s'en rendent compte, sont en train de faire de marche arrière, d'autres sont en train de continuer d'avancer. Cette émission est terminée. Stéphane, un grand merci. J'ai beaucoup apprécié ce que tu dégages, tes propos. C'était vraiment un réel plaisir de t'avoir dans le cadre de cette émission. J'ai fait au mieux. Et de ce que tu es. Ah oui, on en avait parlé et c'est à préciser. Tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. Je ne fais que de témoigner la conscience de ce que je suis aujourd'hui et de partager ce qui m'a permis d'avancer, ce qui m'a fait du bien et ce qui fait du bien aux personnes qui m'entourent et qui viennent me rencontrer dans le cadre de mes activités. Voilà, Stéphane Bissement avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter Stéphane. Alors, vous avez tout, je précise, non pas en bas de la vidéo de YouTube, mais sur la page d'Immédia qui lui est consacrée. Vous avez son numéro de téléphone, son email, son site internet, sa chaîne YouTube, voilà, la totale. Donc, n'hésitez pas, il est à 30 km de Lille. Pour le joindre, le contacter. Skype, téléphone, et puis la rencontre en face à face. Et alors, une petite dernière précision. En effet, que toutes les personnes qui sont intéressées par ce que je propose, même si vous habitez dans d'autres régions, ne pas hésiter à me contacter si vous avez des groupes. Je veux bien me déplacer pour qu'il y ait des rencontres, parce que ce sont des expériences qui sont plus intéressantes en face à face. L'individuel, c'est intéressant, le groupe, c'est aussi assez porteur. Merci à toi, Stéphane. Merci. Plein de bonnes choses à toi. Merci. Au revoir à tous.